Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mathieu Dubé. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. 1. Un mélange de glucides naturels, simples et complexes pour éviter les chutes de sucre. 2. Des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène. Et finalement, 3. Un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez avoir tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des grands calculs mathématiques pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur lenac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. On n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde! Avant qu'on se lance dans l'épisode avec Mathieu, je veux revenir sur le swag pas sorti du bois qu'on a mis en vente la semaine passée. Merci à tout le monde qui a passé une commande et qui s'est procuré le crewneck ou le hoodie pas sorti du bois illustré par Jean-Philippe Lebeau. C'est beau de vous voir aller, c'est beau de vous voir porter le gear. Si ça vous tente quand vous recevez le stock, partagez ça sur les médias sociaux en identifiant pas sorti du bois. On a vendu plus de la moitié du stock en moins de 24 heures. C'est complètement fou. J'ai reçu beaucoup de questions sur le moment de la vente de la deuxième batch. Les gens ont peur de pas pouvoir acheter leur puis ils se disent « Ok, c'est quand la deuxième batch? » Je vais être franc avec vous autres, il y en aura pas de deuxième batch. Il y a les quantités qui sont présentement à vendre sur le site de NAC, puis c'est tout. Mon but à moyen terme, c'est de lancer une collection comme ça chaque automne avec un design différent. Là, ça, c'était la version 2023, puis on repartira pas en réimpression. Si vous voulez du swag pas sorti du bois, c'est maintenant que ça se passe. Avant qu'il soit trop tard, rendez-vous sur lenac.com dans la section des vêtements. Puis surtout, merci d'embarquer. Le buzz est vraiment malade. Je trouve ça le fun de vous voir triper autant que moi j'ai trippé la première fois que Jean-Philippe m'a envoyé ses croquis, ses dessins. Donc, allez voir ça. Merci tout le monde. Bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 176e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'étais avec un gars qui roule sa bosse dans le triathlon, le trail, l'endurance depuis vraiment longtemps. Je veux pas te vieillir, Mathieu, mais tu as une grosse expérience puis je pense que c'est toujours trippant, en tout cas pour moi puis pour les auditeurs, de découvrir des gens comme ça qui font ça depuis des décennies. Mathieu Dubé, officiellement, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup de me recevoir. Écoute, avec toutes les centaines d'épisodes que j'ai écoutés, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Écoute, plaisir partagé. Ça fait longtemps que je sais t'es qui, on se connaît pas, on s'est jamais rencontré dans la vie, mais c'est sûr qu'avec les performances que tu fais, moi je le vois, je suis le sport, puis quand on s'est jasé, j'ai fait OK, là, faut qu'on jase, faut qu'on enchaîne un épisode parce que, comme je le disais, ça fait vraiment longtemps que tu fais ça. Puis je pense qu'on peut tous apprendre de gens comme toi qui ont une vaste expérience comme ça. Donc, merci d'être là. La première question, tu le sais, hein, t'écoutes le podcast. Qu'est-ce que tu bois ce matin? Écoute, je suis assez straight à matin, je suis un peu plate. C'est le matin, comme tu viens de dire. J'aurais vraiment aimé ça prendre une bière avec toi, parce que je suis un gars qui aime la bière, personnellement. Puis je suis pas un gars de café. Fait qu'à matin, je suis assez straight avec le jus d'orange à matin. C'est excellent. Dans mon verre du QMT. Très fort. Je sais pas si j'ai déjà eu du jus d'orange à cette J'ai la question-là. bouteille d'eau à côté aussi. Là. OK, très fort. Moi, c'est sûr, j'étais avec le café, comme tu le disais, on est le matin. La bière ensemble, ça sera pour une autre fois. On aura certainement l'occasion. Mais moi, bien sûr, quand c'est du café, c'est un café de mes amis Capic 1 Expédition. Donc, qui font des expéditions, qui font du bon café, puis qui sont le fournisseur officiel du podcast. Donc, on lève notre verre à ton jus d'orange, à mon café. Cheers, Mathieu. Cheers. Donc, j'ai le goût qu'on commence à la base parce qu'avant de tomber dans le trail, avant de tomber dans ton année 2023 où tu as participé à des courses que je connaissais même pas de nom, puis je suis allé lire, je me suis dit, OK, c'est malade cette affaire-là. Avant qu'on soit là-dedans, j'ai le goût qu'on parle du début. Comment le sport est entré dans ta vie? Comment le triathlon, la course se sont présentés à toi?
Ben, comme tu as dit tantôt, ça date pas d'hier, là. J'ai commencé. Ben, écoute, à la base, moi, je suis des Basses-Laurentides. OK. J'ai toujours été né, je suis né au dans les Basses-Laurentides, j'ai toujours été là. Mes parents, on restait à Saint-Eustache. Puis, OK. j'étais toujours dehors. C'est pas compliqué, là. Comme on peut voir aussi dans mon fond d'écran en ce moment, bouger dehors, ça, c'était moi. Quand j'étais enfant, j'étais parti tout le temps dehors dans le bois, faire des cabanes dans le bois. Puis, donc, j'avais bien du fun à aller jouer dans le bois. Puis, tranquillement, pas vite, bon, à l'adolescence, une adolescence un peu comme tout le monde, comme tous les adolescents. Tu sais, je suis un petit peu les sports, mais pas grand talent, surtout pas dans les sports d'équipe. OK. Puis, je me suis amusé, mais j'ai pris goût au vélo, quand même, un peu plus au vélo. Quand j'étais jeune, le vélo de montagne. Dans le temps, c'était pas le vélo de montagne qu'on a en ce moment, mais on allait quand même à Bromont, on faisait des descentes à Bromont avec nos vélos rigides, puis bref. Je faisais un peu de vélo de montagne étant Il y jeune. avait-tu un petit côté casse-cou à travers ça? Il y en avait un, ouais, ouais, clairement, c'est sûr, là. En fait, je ferais même pas ce que je faisais dans le temps, là. Non, c'est ça, hein? C'est ridicule, là, comment on descendait les montagnes avec des vélos durs de même. Fait que, non, c'est ça. Puis tranquillement, pas vite, avec l'adolescence, je suis devenu sauveteur. OK. Donc, fait que veux pas, tu fais de la natation. Euh, Puis parallèlement, secondaire, je te dirais, fin secondaire, secondaire 4, je commençais à faire un peu de course. Tu sais, il y avait des Olympiades à l'école. Je voulais essayer. Oh, pas si pire. Puis là, j'avais des connaissances, amis à l'école. Hey, on va aller essayer de faire ça, essayer de faire ça. Hey, on va aller faire le marathon de Montréal à relais. Ah, OK, on va essayer ça. OK, fait que ça a quand même commencé vite avec les amis. On commence à courir, puis on décide de faire le marathon à relais. Ouais, ben, tu Il y sais, avait déjà un attrait pour participer à un événement, de faire ouais, quelque chose ouais. de cette course-là. Ouais, tu sais, aux alentours, peut-être je te dirais, là, il ne faut pas dévoiler mon âge, regarder sa mère, ça, je vais le dévoiler là, sans le savoir, mais autour de 92, peut-être 1992. OK. Tu sais, on était, je pense, on a 4 ou 5, on s'est dit, on 4 gars, on fait le relais, un marathon. Ben, c'est quand même, je trouve, tu disais tantôt, l'adolescence, comme tout le monde, mais je trouve que c'est quand même, ça démontre quelque chose de se dire en soir 4, on va aller faire un marathon en relais. Tu sais, on dirait que moi, je m'imagine à l'époque, même si je faisais du sport aussi, c'est pas quelque chose qui nous aurait intéressé. Fait qu'il y avait déjà cet attrait-là de tester un peu ses limites, de participer à quelque chose de collectif avec des amis. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Les limites, c'était d'autres gars qui me sont plus m'ont approché pour ça, puis j'ai commencé à faire de la course un petit peu plus, circuit régional, là, des 10 km, 5-10 km à cet âge-là, 16-17 ans. Mais, tu sais, j'étais pas payé pour un junior, mais j'étais pas un coureur élite, là. Même, T'as pas un naturel que le moment que tu as mis des espadrilles, tu courais ça en ben, 32 minutes, là. non, pas 32, clairement. Mais, tu sais, pour un junior, quand même, courir, je sais pas, j'étais peut-être à 37, peut-être. C'est quand même très rapide, là. Descendu à 36 minutes, même. OK. C'était quand même pas mauvais, mais c'était pas au niveau national. Fait que, bref, tranquillement, on a fait ça. J'ai fait un peu de course, puis je nageais parce que j'étais sauveteur. Puis après ça, ben, c'est comme arrivé dans ma ville à Saint-Eustache, ils ont décidé, il y avait un triathlon intérieur, j'ai vu ça dans le journal, un triathlon intérieur au centre sportif. Je pense que c'était en plein hiver. On pédalait sur place, sur un vélo stationnaire. Puis nager, puis courir. Ben, je vais essayer ça. Pourquoi pas? Puis finalement, je n'étais pas pire. J'ai été Ça a été le début de quelque chose de grand parce que tu en as fait beaucoup après du triathlon. De ces trois sports-là, tu le disais, la nage via le fait d'être sauveteur, mais le vélo à Bromont dans la descente, puis la course des 5-10 km. Est-ce que tu as senti une espèce de passion se créer ou quelque chose de fort qui s'est créé pour un des trois sports ou tous ces sports-là à un moment donné? Ben, quand j'ai commencé, c'était vraiment les trois. Ce qui me passionnait, c'était vraiment, en fait, le jumelage des trois, l'organisation des trois, c'était comme, wow, c'est vraiment différent. Puis c'était différent, c'était moins populaire que maintenant. Là, on parle de fin des années 90, là, 97 à peu près. Là, 80. J'ai commencé, je pense, 96 ou 95. Okay. Puis, tu sais, il y avait un petit club régional. Justement, ce triathlon-là, c'était organisé par un petit club. Puis, ben, je t'embarquais avec eux autres. Puis, je veux pas. C'est le fun, tu veux avoir du plaisir. Puis, finalement, ben, j'ai fait un premier, j'ai essayé en 95, c'est ça, je me rappelle. Okay. M'a amené là. Ah, cool, je suis pas si payé, j'étais junior encore. Tranquillement, pas vite. 96, ben là, j'ai commencé ma vraie saison de triathlon. Puis, ça a quand même été un pas pire succès, je peux dire. Cette année-là, sans parler trop de ce qui est arrivé, ben, je me suis retrouvé sur l'équipe nationale. Donc, junior. C'était ta première année? Ouais, première année complète. C'est ça, j'avais fait un premier triathlon en 95. Puis en 96, j'ai été faire la sélection, puis je me suis retrouvé sur l'équipe nationale junior. Wow.
pu participer. En fait, je pense que j'étais le seul Canadien, j'ai participé à 2 championnats du monde, celui de OK. triathlon et celui de duathlon. OK. Fait que ça a comme été, wow! Rapidement, il y a quelque chose qui s'est créé. Tu t'es dit, OK, j'ai du fun à faire ça. Puis en plus, ça marche bien parce que, bon, l'équipe nationale, les championnats du monde. Tu disais tantôt, première saison en 96. Est-ce que tu t'étais organisé? Est-ce que tu faisais partie d'un club? Est-ce que tu avais un entraîneur à ce moment-là ou ça, c'est arrivé un peu plus tard? Ben, c'est comme je t'ai dit, c'est le petit club à Saint-Eustache qui OK. s'appelait le club multisport avec un entraîneur qui était dans ce temps-là, le président de la Fédération de triathlon, en fait. OK. Fait que, Éric Boudreau, on est parti, puis il m'a dit, regarde, je vais te prendre en main. Puis j'avais un autre ami avec moi dans le club qui était aussi très bon niveau aussi. Donc, lui, un petit peu plus de difficulté avec la natation, mais pour le reste, tu sais, j'étais pas un excellent nageur. C'est ce qui a fait aussi quand je suis arrivé au niveau championnat du monde, c'était un petit peu plus difficile. Quand ça fait juste 1 an et demi, t'en fais 1 an, là. Ouais. Mais c'était toute une expérience, vraiment, là. Puis aussi, tu sais, c'est d'avoir, là, je venais juste d'avoir 19 ans. Go, tu t'en vas en Italie tout seul. Tu Ouais. avec ton vélo en Italie dans la gare. OK. On n'était pas pris en main tant que ça. Même si on était des juniors, on voyageait pas mal tout seul. Est-ce qu'il y avait aussi un côté, à travers le sport, ce côté-là, liberté, découverte du monde, comme tu le dis, on est un peu laissé à soi-même. Ça reste qu'à 19 ans, ça forge l'identité de traverser l'Atlantique, d'aller débarquer en Italie, oui, faire une compétition, mais se retrouver un peu seul. C'est des premières expériences de, entre guillemets, vie d'adulte. Ouais, tout à fait. En fait, ça l'a grandi avec le temps, là. Ouais. C'est vraiment ça aussi qui m'a resté dans le sport beaucoup, le fait de découvrir, d'explorer, de sortir de chez soi, puis de rencontrer les gens, là. Ouais. C'est vraiment ça que c'est encore le cas, là. C'est vraiment ça maintenant aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, le triathlon, ça m'a permis ça. Mais toujours en étant, tu sais, c'était se donner des défis. Ouais. Et c'est toujours essayer de relever, de voir essayer quelque chose de plus, relever quelque chose de plus. Fait que j'ai roulé ma bosse pendant un bout de temps en triathlon. De 96, là, sans qu'on parle trop de triathlon, on peut plus parler de course en Ben, on sentier. peut en parler quand même parce que j'ai l'impression que ça a quand même forgé ton identité d'athlète. Extrêmement. Écoute, Ouais. mais même maintenant, tu sais, je fais de la course en sentier, mais je te dirais que je manque pas un triathlon. Ah Alors, ouais? je parle en ligne, là, j'ai suivi tous les circuits, name it. Ah ouais. J'ai suivi tout en ligne, je connais tous les athlètes. C'est une passion encore. J'en fais plus, mais c'est une grosse passion, là, Ah, c'est le triathlon. intéressant. Il y a un côté vraiment fan du sport qui est demeuré. Puis, Extrêmement, ouais. dans ces années-là de triathlon, tu dis que tu en as commencé 95, bon, 96, première saison. J'ai vu que tu en as fait jusqu'au tournant des années 2006, 7, 8. Ouais. Est-ce que l'objectif de ton côté, ce qui te motivait à continuer à pousser, est-ce que c'était d'améliorer tes temps sur des distances similaires ou c'était d'augmenter les distances, d'y aller dans, c'est aussi dans ces années-là, l'avènement des Ironman, demi-Ironman, toutes ces patentes-là? Ben, c'est vraiment améliorer mes temps. OK. C'est vraiment ça. En fait, les sélections aussi nationales, parce que, tu sais, après ça, j'ai réussi, j'ai été l'équipe du Québec pendant un bout de temps. L'équipe nationale senior est venue, on a voyagé, j'ai fait, fait que c'était l'objectif, c'était, pour moi, un des objectifs, c'était beaucoup de sortir de l'eau le plus en avant possible, parce que c'était Ouais. plus difficile. Oui, j'étais sauveteur, mais j'étais pas nageur. C'est une différence quand tu commences à nager à 6 ans que quand tu commences à nager à 16 ans. Ben non, c'est ça. Fait que moi, c'était vraiment l'objectif. Puis c'était pas d'augmenter la distance, parce que le triathlon, au niveau, si on peut dire, haute performance dans ce temps-là, c'était vraiment les distances olympiques. Mhm. L'Ironman n'était pas encore aussi populaire qu'il est en ce moment. Ouais. Puis ça, c'est un fait cocasse, parce que tu me dis ça, puis c'est un fait cocasse, mais ça marche aussi un peu. Tu dis aux gens, je fais du triathlon, j'ai fait Ouais. du triathlon. T'as-tu fait de l'Ironman? Non, j'en ai jamais fait. Mais est-ce que... C'est pas une finalité, l'Ironman, en tant que Ben non. triathlète. Ben, au même titre que des fois, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui s'intéressent un petit peu au sport, le 100 miles devient une espèce de finalité en course en sentier, comme le marathon devient une finalité en course de route, alors que pas du tout. Je veux dire, chacun fait ce qu'il a, puis il faut pas qu'il y ait une pression. Si tu as le goût de faire un Ironman, si tu as le goût de faire un marathon, si tu as le goût de faire un 100 miles, faut que ce soit par attrait de vouloir aller dans ces zones-là, mais c'est pas une finalité. T'es pas moins un triathlète si t'as pas fait d'Ironman. C'est ça, il y a différentes disciplines dans un sport, mais je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. Ouais. Même entre elles, on se fait ça demander, tu fais-tu des Ironman? Ben non, c'est pas le même sport, mais je pense que Ironman est comme devenu l'espèce de gage d'extrême endurance dans le mainstream. Dans les gens qui font pas de sport, les gens qui font pas d'endurance, ils savent ce qu'est un Ironman, ils savent ce qu'est un marathon. En effet, écoutez, moi, c'était vraiment la distance olympique dans ce temps-là pour avoir accès aux équipes. Puis, c'est jamais la vitesse aussi, là. Je ne cacherai pas. Il y a eu
début des années 2000 aussi, quelques triathlons qui maintenant sont populaires, mais dans le temps, c'était nouveau. On appelait ça des triples sprints. OK. Fait que maintenant, il y a même la série championnat du monde, il y a ça. Mais dans le temps, c'était très rare, c'était nouveau. Fait que tu faisais 3 mini-triathlons un après l'autre. Ah ouais, OK. Ah, Ça, c'était j'ai quoi les adoré. distances là-dessus? C'était auto, là, mais ça me casse ça probablement 300 mètres de natation, 7 km de vélo, 2 km de course. Oh shit, OK, fait que c'est à fond, là. C'est à fond. Fait que puis souvent, ça dépendait des formules, mais souvent, t'en faisais un, t'avais une pause genre de 10 minutes après le premier. OK. Le premier arrive, 10 minutes de pause. Puis des fois, ça repartait dans l'ordre, dans un autre ordre. Ah ouais, OK, Ça c'est dépendait des intéressant. endroits. Ou des fois, ça partait dans le même ordre. Mais c'est le fun. Moi, j'ai adoré ça. Il n'y en a pas eu beaucoup au Québec. Il y en a eu 2 ou 3 au Québec, là. Mais c'était vraiment. Fait que j'aimais la vitesse. Ouais, La vitesse, c'était excitant, mais j'aimais l'adrénaline que ça t'amène, là. ouais. Ben, C'est c'est pas le droit sûr. à l'erreur. Puis moi, les transitions, j'aimais ça. OK. Les transitions, c'est le 4e sport en triathlon, puis je pense que c'est un de ceux que je performais bien. Ouais. Ben, est-ce que on va revenir à la course en sentier plus tard, mais tu parles de transition, ça me fait penser qu'en course en sentier, ça reste que le temps de ravito, c'est pas une transition, mais c'est là où beaucoup de temps se gagne ou se perd. Puis je parle pas nécessairement juste en performance quand on vise une position, même pour le commun des mortels qui court après des cut-offs ou quelqu'un qui veut améliorer son propre temps d'une course à l'autre. C'est pas tant dans le sentier que la différence va se faire, c'est dans les ravitaux. Est-ce que tu sens que ton background de triathlon, de bon transitionneur, c'est bien transposé au trail dans tes transitions de ravito? Ben, c'est sûr que j'aime ça être efficace. Tu sais. Ouais. Avant, je regarde comment que ça peut être efficace, mais j'ai pas on peut dire le même niveau dans le sens que je fais pas de la trail pour me rendre aux Olympiques. Tu sais. Je veux Ouais, non, c'est dire, ça. c'est plus pour le plaisir. Fait que, tu sais, c'est moins important. Je comprends. Alors qu'en triathlon, il fallait que je sois sur la coche. Est-ce que tu avais ce rêve olympique-là en triathlon? Ouais, je l'ai eu. Je le Ouais, cacherai pas. ouais. Ouais, disons que, je sais pas si nos auditeurs vont connaître ça, là, mais Simon Whitfield, qui a gagné les Olympiques en l'an 2000, il m'a inspiré beaucoup. OK, Lui, c'est un Canadien, il a gagné le premier Jeux olympiques de triathlon en l'an 2000 à OK, Sydney. ouais. Puis après ça, j'ai comme, hey, moi aussi, je veux ça. Puis j'avoue que j'ai chassé un peu ce rêve-là. Je l'ai pas caché en plus. Je m'en suis approché, mais pas suffisamment. J'avais pas le niveau. Il me manquait une petite affaire. OK, Tu sais. Puis, j'avais espéré 2004, probablement que je me suis dit peut-être que ouais. À ça Athènes va en arriver. plus, aller aux Olympiques en triathlon, là où les Olympiques ont commencé à Athènes en 2004. Ouais, J'avoue exactement. qu'il y a Ouais. quelque chose de beau là-dedans de rêver à ça quand on peut se Ouais. permettre d'y rêver parce qu'on a les performances qui suivent, là. Mais il me manquait un niveau, là. J'avais pas non plus l'encadrement parfait, là. Tu sais, au OK, Québec, c'est pas facile, là. Surtout dans ce temps-là, là, la structure était pas aussi bien structurée que maintenant. ouais. Fait que j'ai aucun regret. J'ai adoré. C'est vraiment une expérience que j'ai aimée. J'ai voulu, j'ai essayé de pousser. Puis ça n'a pas arrivé, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui sont arrivées par après. Ouais, puis des fois, c'est des why comme ça, que ça se fonctionne ou pas, qui permettent de continuer à pousser parce que tu en as fait longtemps du triathlon, de maintenir la discipline d'entraînement année après année. Faut qu'il y ait un objectif fort quelque part, là. En effet, puis ça m'a permis aussi, tu sais, d'aller dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire Ouais, d'apprendre avec le sport de haut niveau. Fait que je veux pas, faut que tu te mettes en mode de ça. J'ai fait, tu sais, je me suis entraîné un temps plein pendant un petit peu, quelques bouts de temps. Tu apprends beaucoup de choses. Tu connais beaucoup de monde. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner au Centre national à Victoria pendant un 6 mois à peu près, temps plein OK. là-bas. Wow. J'ai appris, j'ai fait des connaissances, j'ai connu du monde, côtoyé des entraîneurs. Fait que tu développes beaucoup de choses quand même. C'est une belle ouverture, puis tu apprends c'est quoi le monde de haut niveau, là. Ouais, c'est ça. Ça instaure une discipline sportive qui, des fois, on voit des athlètes, quand ils transitionnent de sport, se sortent complètement de cette discipline-là, mais ça reste que il y a un standard qui demeure, il y a une organisation, il y a quelque chose de fort qui demeure. Quand on regarde à un autre niveau, une Marianne Hogan, entre elles, elle a un entraînement qui, on a l'impression, très intuitif. Tu sais, elle n'est pas entraînée, jusqu'à tout récemment, elle n'était pas entraînée par quelqu'un. Ouais. Il y avait une intuition, mais il y avait une décennie de triathlon de très, très haut niveau, de cross-country universitaire. Donc, même s'il y a une intuition aujourd'hui dans son entraînement, puis elle y va plus au feeling, ça reste qu'il y a un background immense d'entraînement structuré qui reste là, là. Bon, en effet, tout à fait. Mais maintenant aussi, tu sais, j'ai continué quand même beaucoup le sport. Avec un regard extérieur du passé, je me dis,
maudit que ça qu'on faisait pas correct. Ouais. Il y a ça qu'on faisait pas correct. Tu sais, j'ai fait des études aussi, j'entraîne un peu, puis je lis beaucoup. Ouais. Puis non, c'est comme, ouais, ben, j'aurais pu aller chercher ça. Ben, tu sais, c'est pas grave, tu sais, on n'était pas rendu là dans ce temps-là. Ben, c'est ça, veux pas une autre époque, les choses bougent vite dans ce sport-là, les études se font, la science s'intéresse à ces sports-là, puis au même niveau, moi je parle de ce que je connais un peu plus, mais tu regardes les entraînements que les gens faisaient en ultra il y a 10 ans versus aujourd'hui, il y a 15 ans versus aujourd'hui, tu vois les contre-coups, tu vois des athlètes qui ont été des étoiles filantes, qui ont été bons pendant 2 ans, puis qui sont blessés le reste de leur carrière parce qu'il y avait une façon de faire à l'époque qui n'était pas optimale, mais ils ne savaient pas à l'époque. Puis les études se font, les exemples arrivent, puis les gens adaptent leur façon de faire. Hein. En effet. Ouais, ouais. Non, mais ça a été une belle expérience. Tu sais, comme je te dis, découvrir les gens. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Tu sais, parce qu'au secondaire, moi, l'anglais, non, j'étais pas très. Tu sais, j'étais vraiment un Québécois. Mon père était très Québec francophone. J'ai Ouais. pas appris beaucoup l'anglais à la maison. Puis là, m'a donné, je pense, j'avais 20 ans peut-être. Je décide d'aller en Arizona pendant 3 mois, tout seul. Je pars avec mon bicycle. T'atterris. Bon, je fais quoi? Ouais, c'est ça. En même temps, tu n'as pas moyen de te démerder. Hein. C'est la seule chose je veux dire, faut que tu trouves une façon de communiquer. Fait que c'est la meilleure façon d'apprendre. Ah, j'ai pas eu le choix, j'ai appris l'anglais. Je me suis fait de bord assez vite, puis le monde s'en rend bien compte, t'es francophone, puis ils veulent t'aider. Ah ouais. Ah non, ça a été le fun. Puis connaître, rencontrer du monde. Ah non, ouais, ça a été des belles années que, comme tu peux voir, que Ah ouais, j'oublie pas, que j'en garde des bons souvenirs, là. t'en parles avec des Mettre ça étoiles de dans les côté. yeux, je trouve ça beau. Là. Ouais, ouais, c'est quelque chose Avant d'inspirant. avant qu'on passe à la transition vers le trail, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi dans ton parcours, c'est quoi ton plus beau souvenir, une anecdote, un voyage, une expérience de triathlon que tu as le goût de partager? Quelque chose que je te lance de même, c'est la première chose qui te vient en tête. Eh, mon Dieu. Tu me lances ça dans la tête, mais c'est dur. Pas une question facile, hein? Peut-être ben, un triathlon à Saint Kitts and Nevis. Ça, c'est dans les Ah ouais? Caraïbes. Ouais. Ça, c'était méchante belle semaine qu'on a eue là. Il y en a eu plusieurs, là, mais ça, là, il me vient tout de suite en tête. Là. Saint-Kitts, on était là. On était plusieurs membres de l'équipe nationale. On s'entraînait à Victoria. On est descendu là-bas. Belle île, paradisiaque. Mais c'était spécial. Écoute, la veille, on va nager, s'échauffer dans l'eau. L'eau super claire, transparente, turquoise. Ben, tu vois quand même la famille de requins passer en dessous. Wow. OK, mais ils sont loin. C'est tellement clair, ils sont loin. Il n'y a pas de danger. Ouais. Après ça, ben, tu fais la réunion d'avant-course, puis ils te disent, ben, sur le parcours, faites attention, il y a des animaux sauvages. OK, fait que ça se peut que soient obligés d'arrêter. Il y avait même, on attendait qu'il y avait même des singes sauvages qui s'est déjà arrivé qui ont attaqué les cyclistes. Là, OK. tu es un peu stressé. On est Il y a loin de des Saint-Eustache, là. Oh, oui, non, c'est ça. Ça a été une super expérience. J'ai pas eu un bon triathlon du tout, là. Ça a été catastrophique. Mais l'expérience de cette semaine-là, ça a été incroyable. Le lendemain, après la course, qu'on loue des scooters, qu'on va se perdre dans les champs de canne à sucre, puis ça a été incroyable. Ça a été une belle expérience. Ouais. Ouais, ben c'est le fun. J'ai l'impression que ta période de jeune adulte a été forgée par ces années-là de triathlon, ces voyages-là. Est-ce que tu es encore beaucoup en contact avec les amis que tu t'es fait à l'époque? Oui, quand même plusieurs. Ben, je te dirais que j'ai beaucoup d'amis que c'est le cas. Là, tu sais, un de mes très bons amis, Alexis, je l'ai rencontré en triathlon dans les années 2000. Un de mes très bons amis, Brent, lui aussi, ben, lui est à Victoria, c'est un Olympien, multiple champion d'Ironman, et ainsi de suite. C'est un bon ami aussi de la famille. Je garde contact. Là. Fait que, tu sais, j'ai C'est des le petits fun. contacts un peu comme ça, là, surtout partout au Canada, que c'est des anciens amis. Puis même en trail, maintenant, je fais de la trail. Puis je rencontre des fois, j'ai été à Squamish cet été. J'ai rencontré des gars avec qui j'avais fait du triathlon qui restent là maintenant. J'ai Colin. Ben, c'est un parcours qu'on voit beaucoup, puis on dirait que c'est arrangé avec les gars des vues, mais toi, épisode 176, triathlète devenu trailer. Anne Champagne, pareil. Puis la semaine d'avant, Julien Dauplet, exactement le même parcours. Fait que j'ai l'impression qu'il Ah y a ouais. quelque chose ben, je pense que quand tu vas dans le triathlon, il y a une discipline comme on parlait, mais il y a un attrait de l'endurance, il y a un attrait de repousser ses limites. Puis le trail devient une espèce de transition quasiment naturelle pour ces athlètes-là qui, des fois, ont peut-être l'impression d'avoir fait le tour. Toi, qu'est-ce qui a amené cette transition-là? À quel moment tu as découvert le trail, puis à quel moment tu as amorcé ce changement-là? Ben écoute, moi, ça a commencé, comme tu as dit tantôt, là, ben, je te dirais que 2004, ça a été ma dernière année internationale, si on peut dire, parce que j'ai fait des courses à l'extérieur.
Après ça, je me suis dit, j'ai eu ma première fille en 2005. OK. Puis là, j'avais dit à ma blonde, ben, c'est correct mais parce que je te le cacherai pas cette année que je sois à l'extérieur, là, tu sais, quand tu pars pendant 3 mois, des fois, t'entraîner. Ouais. Fait que j'ai dit, c'est beau, je vais rester au Québec maintenant. Fait que là, j'ai juste fait des courses au Québec. OK. Ma première fille, après ça, en 2006, j'ai eu les jumelles. OK. Fait que 3 enfants en 2 ans, c'était Ouais, 3 enfants en une 18. période intense. C'est ça. Fait que j'ai comme arrêté. J'ai fait des compétitions de triathlon au Québec. OK. Puis après ça, ça s'essoufflait surtout mon désir d'aller à la piscine, je te dirais. OK. C'est la natation qui Ouais. s'est tassée en premier. Ça s'est passé en premier. Fait que après ça, j'ai fini avec des duathlons en 2009, 2010. Puis après ça, j'ai dit, bon, c'est tellement facile de mettre ses souliers et aller courir Ouais. que le reste, ça demande de la préparation, du temps. J'avais toujours le désir de vouloir me pousser mes limites, mais pas de passer autant de temps. Ouais. Fait que j'ai décidé juste de faire de la course à partir de 2010. Puis tranquillement, pas vite, là-dedans, j'ai intégré des courses en sentier. Je te dirais, je ne sais pas quelle année, là, mais ça doit être autour de 2008, 2009 ou 2010 où j'ai commencé à faire de la course en sentier. Ben, c'est ce que j'ai vu en cherchant un peu. J'ai vu des premières courses de trail en 2009. Ça m'intéresse de creuser ça parce qu'à l'époque, aujourd'hui, la course en sentier, je pense que n'importe qui fait quelques recherches sur Internet, sur les médias sociaux, découvre la quinzaine d'événements qu'on a au Québec. Puis c'est un sport qui est rendu, qui est en immense explosion. Il y a près de 10 000 personnes au Québec qui pratiquent la course en sentier. 2008-2009, c'est un autre contexte complètement. Comment tu as entendu parler de l'Ultimate XC, la première course que tu as faite, ou en tout cas l'une des premières? Ouais, je sais pas, je pense pas que c'était la première. Je pense que j'ai plus commencé avec les X-Trail OK. à Sutton puis Offord. OK. En fait, l'équipementier qui était commanditaire de ce circuit-là, X-Trail, c'était mon commanditaire en triathlon. OK. Fait que par le biais, j'ai dit, hey, je vais essayer ça, tiens, de la course en sentier. Moi, j'ai toujours aimé ça être dans le bois. Je faisais déjà du ski de fond, un peu de vélo de montagne. Bon, fait que j'ai commencé par ça. 21 km dans le temps. Dans le temps, c'était long. C'était les longues distances. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là. Fait que, ouais, j'ai fait ça. J'ai eu du plaisir quand même. Tu te rends compte que, il y avait du monde dans l'Estrie qui était plus vite quand même, qui avait plus d'expérience. Fait que j'ai voulu creuser un petit peu. L'Ultimate XC, comme tu dis, que j'ai essayé, que dans le temps, il était à Tremblant. OK. Parce que l'Ultimate XC, que les gens peut-être se rappellent plus, c'était à Saint-Donat. Ouais. Il a commencé à Tremblant. Là. Ça a été dans les premières années. Les 2 premières années, je l'ai fait là. Okay. Ça, c'était Dan Desrosiers dans le temps qui avait parti ça. C'était craqué, là. Il y en a une des courses, je pense que c'était un 30 km ou quelque chose comme ça. Puis il y a une portion, on fait passer au Mont-Tremblant, on allait en arrière. On avait une section de la course qui était 3 km dans la rivière. 3 km. Tu courais dedans. Aïe, aïe. Tu avais les pieds gelés, des roches rondes. C'était intense, mais ça rendrait la beauté de la chose, là. C'était le fun, c'était intéressant. Mais j'ai l'impression que cette époque-là du trail au Québec, les gens qui l'ont vécu, les gens qui en parlent, il y a une espèce de nostalgie et un rire qui vient avec ça parce que je pense que Dan Desrosiers, l'homme dont tu parles, qui, je crois, on lui doit la montée à Bromont, la lieutenant Dan. Je crois qu'il y a un hommage à cet homme-là qui est plus impliqué dans le trail aujourd'hui, mais qui, en 2007, 8, 9, a été très important pour le développement du sport. Mais j'en ai parlé avec Pat Godin au podcast, j'en ai parlé avec Audrey Larroquette, j'en ai parlé avec Johan Rock. C'était une époque, je pense, qui était particulière du trail, puis Dan était tout un personnage. Ouais, ben c'était le début de la trail. Comme tu dis, c'était vraiment le début. Les distances étaient courtes quand même. Puis il arrivait à des endroits assez spéciaux, puis il nous mettait des affaires comme ça dans plein milieu de la course. C'est comme, on n'a pas le choix, tout le monde on le fait. On s'était pas nécessairement préparé, c'était pas vraiment de la course, mais let's go. Fait que j'ai commencé comme ça, mais je te dirais pas que j'ai commencé à faire du trail comme là. Non, c'est vraiment juste dans mon entraînement de même. Bon, je vais essayer ça. Tu sais, c'est le hasard qui fait, c'est intéressant, je vais aller essayer, mais j'ai pas commencé vraiment une carrière, si on faisait une parenthèse dans le trail à partir de là. J'ai un long moment où j'ai pas fait de trail. Après, j'ai juste fait de la course sur route pendant plusieurs années. Ben oui, c'est ça que j'ai vu. Toi, c'était comme une extension de la course sur route. On s'en va s'amuser une couple d'heures dans le bois, mais à ce moment-là, c'était pas encore ton sport. Non, tout à fait. J'étais vraiment course sur route, puis j'essayais un petit peu. Tu sais, je faisais la course sur route, comme je t'ai dit, pour me challenger encore. Ouais. Je voulais voir où je pouvais aller sur la route. Puis j'en ai fait sérieusement jusqu'en 2014, peut-être de la course sur route. Ouais. Là aussi, ça a été le même principe un peu que le triathlon. À un moment donné, je courais sur route. Je te dirais que j'ai eu une bonne 2013-2014 avec un entraîneur à Montréal, Doris.
Ouais. C'était un bon petit groupe avec David Leporo, d'ailleurs. On a eu du fun, puis j'ai poussé ma limite. Je voulais voir où je pouvais aller au marathon. Puis, seulement, tu sais, je pense qu'une des qualités, peut-être, c'est une question que tu poses des fois, mais moi, je pense que la qualité au niveau d'un coureur, c'est la constance. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été constant pendant 1 an et demi avec. J'ai réussi mes meilleurs temps. Là, j'ai fini mon marathon à Philadelphie 2014. Satisfait de mon organisation. C'est beau. Il y avait un check qui se faisait à ce moment-là. J'ai plus fait de marathon depuis, sur Tu route. l'as senti instantanément? Ah ouais, 2014, j'ai dit, tu sais, je suis avec ma conjointe aussi, cette année, je regarde mon chrono tout le temps, là, dans le sens que, Ouais. c'est toujours, il faut toujours dire, comme elle me dit toujours, tu dis, il faut que j'aille courir. Non, il faut pas que tu ailles courir. Tu veux aller courir. Ouais. Mais dans le temps, tu sais, je disais, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille courir. Fait que là, 2014, ça a fait, c'est bon, j'ai réalisé ce que je voulais, bon, check, fini la course sur route, puis je vais me donner d'autres défis. Puis c'est là que le trail est arrivé. Ouais, là, pas mal, je te dirais que ça a commencé à arriver, ouais. Je trouve ça intéressant, le il faut, c'est quoi qu'on a parlé avec d'autres invités avec le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, bon, il y avait une discipline, tu disais que tu avais un coach de risque qui est quelqu'un de très connu dans le monde du marathon. Tu as été très humble, mais tu as parlé de Philadelphie, moi je vais le dire parce que je l'ai vu 2h27, un record personnel qui est extrêmement impressionnant. Est-ce que tu sentais à ce moment-là que oui, la performance suivait, oui, tu accomplissais tes meilleurs temps, mais tu sentais-tu un poids, une obligation, une pression à aller t'entraîner? T'avais-tu perdu un peu le plaisir de juste sortir? Pas à ce moment-là. OK. Pas pendant. Mais avec du recul, je me dis oui, probablement. OK. Mais pendant, non. Tu sais, j'étais tellement focusé sur je veux réaliser ça, un peu l'orgueil, le vouloir de dépassement, d'atteindre un objectif. Fait que c'est la différence d'être avec un groupe. Tu vas avec un groupe, puis là, ça t'aide à rester focusé et à avoir un petit peu encore de l'énergie. Fait que tu sais, 2014, écoute, j'ai passé à la ligne d'arrivée, comme tu as dit tantôt, j'ai réussi mon objectif qui était sub 2:30. Puis la course a super bien été, puis j'ai pleuré. Tu sais, j'ai passé la ligne d'arrivée en larmes. J'ai dit, Colin, ça a bien été, puis j'ai fait ce que je voulais. J'ai atteint, pas besoin d'en faire plus. Fait que j'ai pas refait de marathon depuis sur route. Puis bien sûr, je te cacherai pas, les dernières années, je me disais, hey, avec des plaques carbone, des souliers, peut-être que ça serait le fun d'essayer ça dans le C'est temps. ça, en 2014, il n'y avait pas ça, hein? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été fait. Puis pas de regret, mais content du processus. 2015, j'ai vraiment pris une année off. J'ai même pas OK. commencé. La trail n'a pas commencé en 2015. 2015, je sais même pas si j'ai fait une course. Là, ou en OK. tout cas, je pense que j'en ai fait peut-être à l'automne, là, c'est tout. Sentais-tu que, bon, depuis 95, que tu étais à fond dans le triathlon, après ça, la transition à, oui, des courses de trail, mais de la route, puis une pression, ben pas une pression, mais tu sais, une organisation de l'entraînement qui était structurée, tu sentais-tu qu'en 2015, tu avais besoin de cette pause-là, mentale, même plus que physique? Oui, tout à fait. La famille en avait besoin, moi, puis c'est sûr que ma conjointe, elle me disait encore, t'es pas capable d'arrêter. Puis là, c'était comme si je voulais y montrer en 2015. Oh, oui, regarde, je suis capable. Mais j'étais pas si bien que ça. Tu sais. L'accomplissement était de réussir à arrêter. Oui, mais ça a été dur, tu sais, puis j'ai pas vraiment arrêté. Comme je t'ai dit, j'ai repris un peu là, au courant de l'année. C'est en moi, tu sais, j'aime ça, c'est une passion. Donc, Ben, ça aller fait courir, partie de toi, tu sais, on l'a pas dit non plus, on en a parlé avant qu'on enregistre, mais tu es aussi enseignant d'éducation physique, donc le sport, le fait de bouger, c'est un mode de vie, c'est ton sport, mais c'est une partie de toi, là. Oh, en effet, c'est mes convictions qui sont là. Ouais. Tu sais. Ah oui. Ouais, fait que la trail en tant que telle est arrivée en 2016. Puis tu le disais en ouverture, quand tu étais jeune, tu as dit quelque chose que moi je répète souvent, tu jouais dans le bois, tu jouais dehors. Est-ce que tu as retrouvé ça un peu dans le trail, le côté plaisir de sauter à pieds joints dans une flaque de boue? Puis il y a un côté très plaisir dans la course en sentier, là. Oui, tout à fait. Ah, vraiment. D'être dans le bois, puis ouais, d'avoir du plaisir d'explorer. Ça, c'est beaucoup ça, là, explorer. Là. Puis ça, des fois, une chose, je parle beaucoup de ma conjointe, mais tu sais, ça fait 25 ans que je suis avec, puis je reviens, puis elle me regarde, plein de boîtes, puis elle dit, elle n'en revient pas que je sois tout content. Tu sais. Ah ouais, c'est cool, c'est le fun, Yann, je suis plein de boîtes. Hey, il y a un plaisir juvénile, un plaisir enfantin qui revient avec ça. Moi, c'est pareil, je reviens plein de boîtes, puis elle me regarde, elle fait ça devait être une belle run. Oh que oui. C'est ça, c'est le fun. Tu sais, tu vis des aventures, tu sais. Ouais. Puis tu explores. Comme tu as parlé un peu, je suis enseignant, puis j'ai aussi un club de plein air relié à l'école. Puis il s'appelle Les Explorateurs, parce que c'est ça, je veux que les jeunes explorent
qu'est-ce qu'on a offert dans le plein air au Québec, tu sais. Ouais. Ben, retrouver un peu la curiosité de ça. Je pense que, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, la course en sentier, quand c'est pas un entraînement structuré, des fois j'en ai, OK, je fais des intervalles, mais quand c'est une run de plaisir, une run de zone 1 à juste explorer, moi, en arrière de chez moi, j'ai un bois avec des réseaux de sentiers pas possibles, puis des fois, le plaisir, c'est juste de dire à chaque embranchement, je pars à droite. Ou à chaque embranchement, je tourne du côté que mon pied est rendu. Fait que si j'arrive à l'embranchement, puis c'est mon pied gauche en avant, bon, ben, on va à gauche, puis il y a un côté explorateur de juste se ramasser. Ça fait 3 ans que j'habite à la même place, puis je découvre encore chaque semaine des nouvelles portions de bois, puis il y a de quoi de plaisant de s'en aller se perdre dans le bois, puis de découvrir, hein. Ouais, en effet. Ben, tu sais, j'ai pas la chance que t'as. Malheureusement, j'ai pas un grand bois dans de chez nous. J'en ai un petit. Mais j'avoue, ça, je le vis quand, justement, je voyage ou je vais à l'extérieur. Ouais. J'aime ça, ben, je sors, mettons, peu importe à l'hôtel ou chez. Puis là, ben, moi, je vais aller découvrir la ville ou l'alentour en joguant, tu sais. Ah Là, ouais. je reviens, mettons, t'es en camping en famille, je reviens, puis, hey, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Hey, j'ai été voir ça, j'ai été voir ça. Ça, c'est le fun, tu sais. Ouais. Ça me fait rire. Moi, c'est pareil. Des fois, tu arrives dans une nouvelle ville, puis récemment, je suis parti 5 semaines sur la route avec le petit puis ma blonde. J'étais en congé parental. Puis on arrivait, mettons, au camping, fin d'après-midi, une journée, on dépine la roulotte, on est là pendant 2 jours. Le lendemain matin, je pars à la course avant que les autres se lèvent. Je fais le tour de la ville, je reviens, je fais hey, il y a un petit café malade à telle place, on ira là. Puis hey, il y a telle affaire, il y a une belle rivière, celle-là, on ira là. Puis tu reviens, puis t'as le planning de la journée qui est quasiment fait en ayant découvert à la course une ville XYZ. Ouais, exactement. Oh, c'est vraiment ça, là. Tu sais, comme tu dis, avant que tout en profite, tu sors de la tente ou de la roulotte tranquillement, pas vite. Tu les laisses là. OK, let's go, j'en profite, je vais explorer. Ah, c'est Ça ça. puis t'as plein de choses à raconter. Ouais. Ouais. Ça arrive encore, tu sais, ça fait longtemps, là. C'est comme je dis, ça fait 25 ans qu'on est en couple. Mes enfants sont rendus vieux, ils ont 17, 18 ans, puis je fais encore ça. Est-ce que avec tes enfants, est-ce que tu as réussi à, à, à donner cette piqûre-là d'aller jouer dehors, d'aller explorer? Malheureusement, pas tant. Non? Je m'excuse, je m'excuse à tous mes enfants qui vont peut-être écouter le podcast. Non, pas tant. Non, disons, j'ai 3 enfants. Ma plus vieille, elle bouge, oui, ça. Ouais. Le désir de bouger, oui. Pas tant en plein air, mais elle bouge. Donc, ça, c'est le côté positif. Ben Les oui. 2 jumelles, c'est un petit peu plus difficile, mais il faut comprendre que, bon, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais elles ont un certain handicap. OK. Donc, bon, c'est un handicap qu'on appelle un niveau trouble au niveau langagier. OK. Puis il y a aussi qui amène d'autres, on appelle ça de la comorbidité, donc d'autres difficultés reliées à ça. Fait que c'est un OK. peu plus difficile de bouger, c'est un peu plus difficile pour eux autres. Ben oui, Mais je elles le comprends. font, elles le savent. Tu sais, je veux Ouais. dire, on les a traînées partout, veut pas, tu sais, même si elles sont dyspraxiques, donc des difficultés motrices. Elles font du vélo, on les a amenées à faire de la randonnée pédestre quand même partout, mais c'est un peu plus difficile. Ouais. Fait que pour ça, on peut pas leur en vouloir, mais assurément qu'en tant que comme éducateur physique aussi, je pousse beaucoup à ce qu'elles bougent, à ce qu'elles sortent dehors. Elles n'ont pas le désir que le père y a, disons. Ouais. Bon, en même temps, je t'écoute puis j'ai l'impression que tu as réussi, dans le sens où il y a tellement de gens qui ne bougent pas du tout. J'entends que tes enfants bougent, puis que vous faites des trips en famille, puis que tu les amènes un peu partout. Fait que moi, j'entends une mission accomplie là-dedans. Oui, en portion. En partie quand même. Je peux pas dire complètement mission échouée, mais mission accomplie en partie. On C'est ça. est exigeant, on est toujours exigeant avec nos enfants. C'est ça, puis toi, j'ai l'impression que tu as un background aussi sportif, tu bouges plus que 1%, tu es dans le 1% de la population qui bouge le plus, fait que des fois, faut s'enlever nos lunettes à nous parce que ben, je pense que les gens qui écoutent, les gens qui viennent au podcast, moi, on se compare, ou en tout cas, nos cercles autour de nous, c'est beaucoup des gens qui sont dans le sport, puis des fois, on prend un petit pas de recul, puis on se rend compte, hey, même si cette semaine, je trouve que je suis pas assez sorti, je fais quand même partie du 1-2% qui bouge le plus. Puis des fois, il faut se répéter les gens. Puis des fois, c'est une bonne façon de se déculpabiliser d'une semaine d'entraînement plus difficile ou peu importe quoi. Des fois, on est dur envers nous-mêmes parce que nos cercles autour de nous, c'est juste du monde qui en font beaucoup, qui bougent beaucoup. Puis là, tu te dis, hey, avec le petit rhume la semaine passée, il me semble que j'ai pas couru beaucoup. Il me semble que je suis poche. Puis là, tu fais, hey, calme-toi, là. T'as couru X nombre de fois, t'as réussi à sortir. C'est plus que la majorité du monde. Donne-toi une tape dans le dos puis passe à un autre appel. Là. Ouais, comme on dit, des fois, c'est en se comparant qu'on se console, là, tu sais. Ouais. Des fois, c'est en se comparant qu'on se met trop de pression, mais c'est Ben, c'est l'inverse ça. qui est bon.
Exact. Comme je te dis, on est entouré de monde qui sont un peu intenses. Fait que si, est-ce que je sais pas pour toi, mais moi, autour de moi, c'est beaucoup des gens qui bougent, qui bougent, qui bougent. Fait que tu te dis, quand tu as une mauvaise semaine, puis tu dis, ah, ben, un tel, il a réussi à courir tous les jours, me semble. J'ai vu ça passer sur les médias sociaux, blablabla. Ouais, mais compare-toi à la population complète. On fait partie des chanceux qui bougent le plus. Fait partie des crinqués qui bougent le plus. Fait qu'une mauvaise semaine, c'est pas plus grave que ça. En effet. Ouais. Écoute, Mathieu, on va se prendre une petite pause, un message d'un partenaire, puis on se parle de trail de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Le temps des fêtes approche. Les gens vont peut-être voyager, aller voir la famille. Peut-être que l'entraînement va diminuer. Est-ce que c'est grave? Ben non, c'est pas grave. Faut surtout garder du plaisir à faire ce qu'on aime faire, qui est la course en sentier. Ce qu'on dit en entraînement, c'est que pour garder nos acquis, il faut bouger minimalement 2 fois sur une période de 7 jours à une bonne intensité. Fait que si vous courez, sortez courir 2 fois, 20, 30 minutes, puis sentez-vous pas coupable. Même affaire si vous faites de la musculation, allez en salle des petites périodes, gardez des bonnes charges, diminuez vos séries, vos répétitions. C'est parfait. Maintenant, si votre objectif est au printemps, à l'été, à l'automne, c'est pas dramatique non plus si vous arrêtez de bouger quelques jours pour profiter de la famille. Donc, on culpabilise pas puis on profite du temps des fêtes. Exact. C'est pas ce qui se passe entre Noël et le jour de l'an qui est important. C'est ce qui se passe entre le jour de l'an et Noël. J'aime ça. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue. Bon temps des fêtes. Toi aussi. Fait que le trail en 2016, tu dis que là, tu as vraiment plus commencé, c'est comme devenu ton sport. Ça a été quoi les premiers événements auxquels tu as participé, les premiers défis sur lesquels tu t'es lancé? Ben, en fait, c'était mon premier ultra 2016. Je ne me rappelle plus que j'ai fait dans le début de l'année, mais là, après ça, je me suis dit en septembre, je pense, c'était la chute du diable. OK. Début septembre, je me suis dit, je vais essayer ça un premier ultra. Fait que c'est 50 km. Ouais. Donc, c'est un court ultra, mais c'est un ultra quand même. Puis, Tout à fait. je me suis dit, je vais essayer ça. J'avais déjà fait le marathon, puis bon, c'était une étape de plus. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, mais je vais essayer. Puis je me suis pointé là, finalement, à Leicester. J'étais sur la ligne de départ. Je connaissais déjà Alistair parce que quand j'étais en fait en 2014 faire mon marathon, j'étais avec Alistair. Okay. On était ensemble. Donc, moi, je faisais pas nécessairement de la trail vraiment, mais je connaissais Alistair. On avait été à Philadelphie ensemble. Fait que crème, hey, c'est le fun, on va pas quoi avec Alistair. Tu sais, je connaissais son niveau qui avait déjà une notoriété en trail à Leicester. Ouais. Déjà en 2016. Fait que, maudit, je trouve qu'il est parti vite. Aïe, 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 on est parti, là. J'ai dit, je vais rester avec. J'ai dit, là, crème, Alistair, tu vas bien vite. On part pour 50 km. Ça roulait, là, des sentiers où il y a des bouts quand même pas trop évidents dans ce sentier-là, qui n'étaient pas utilisés souvent de randonnée pédestre. Je pense que c'est sentier national à des places. Ouais. Mais, écoute, on va continuer à suivre Alistair, puis, tu sais, pas trop d'expérience, au niveau d'alimentation, tout ça, aucune idée, là. En triathlon, on prenait un gel des fois, mais. Fait que j'ai suivi pendant un bout de temps Alistair, ça a quand même bien été, puis finalement, je pense autour du kilomètre 40, après un ravito, Alistair, il me laissé partir. Ah ouais? Ouais, après ça, il m'a dit, ah non, t'es parti, puis moi, je t'ai vu, j'ai allé, j'ai dit, voyons non, ça n'a pas d'allure. Moi, j'avais l'impression que j'avais gardé le même beat, mais lui, il était à bout. Fait qu'au début, c'est toi qui trouvais qu'il allait pas mal vite, puis à la fin, les rôles ont été échangés. Mais ça n'a pas été long, je le voyais même plus, puis j'ai fini, c'est ça, j'ai remporté le 50 km, la chute du diable, puis avec le record de parcours, je pense qu'il tient encore. Ben c'est ça, j'allais dire, un record du parcours qui a toujours pas été battu. C'est rapide, 4h40 pour un 50 km. Faites le calcul, ceux qui écoutent, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas de l'asphalte, c'est pas roulant, il y a des portions techniques et tout. Ça partait fort pour un premier ultra. Ouais, quand même, puis j'ai aimé ça, tu sais. Ouais. Même si j'ai souffert, puis je te dirais comme dans toutes les trails, pratiquement, j'ai tombé une couple de fois. Ouais. Surtout quand c'est le premier, là. Ouais, non, j'ai bien aimé ça. Puis tout de suite après, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que je pense que la semaine suivante, je voulais en faire un autre. Tu m'as fait tout de suite après, je voulais en faire un autre comme toujours, tu sais. Ah oui. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis des fois, c'est comme un autre. Puis là, ben, j'ai regardé, fait que, comme on a parlé tantôt, le voyager, puis tout ça. Fait que j'ai dit, San Francisco, North Face Challenge, ça a l'air intéressant, ça. Les inscriptions étaient fermées puis tout, mais j'ai décidé d'écrire à l'organisation. Hey, je viens de commencer là-dedans, je viens de faire battre un record de parcours, ça m'intéresse. Ils m'ont dit, OK, on te prend. Fait que j'ai été faire le North Face Challenge. En 2016 aussi? Ouais. C'était, je pense, début décembre. OK. J'ai été participer à ça.
qui était une série de courses qui, à l'époque, était vraiment très populaire. Tu sais, là, en ce moment, on est à une époque où il y a une multiplication des séries de courses, mais à l'époque, la The North Face Endurance Challenge était c'était comme un gage de qualité aussi. Tu sais, il y en avait un peu partout dans le monde des North Face Endurance Challenge. Il y en a un à Bear Mountain, dans l'État de New York, où beaucoup de Québécois allaient, mais c'était un genre de gage de qualité parce que c'était des courses bien organisées dans des endroits magnifiques. C'est pas en Californie que, je pense que c'est Sarah Bergeron-Larouche sur le podcast, elle me contait que tu cours sur le Golden Gate. Ouais, ben c'est ça, là, c'est la finale, en fait. C'était la finale du North Face Challenge à San Francisco. Moi, l'année je l'ai faite, on passait pas sur le Golden Gate. Je pense OK. qu'ils ont mis ça l'année d'après. OK. Donc, on commençait dans le parc sur le bord je pense que c'est les Highlands qu'ils appellent, je suis pas trop sûr, sur le bord de l'eau. Ouais, c'était magnifique, là. Mais c'est complètement différent d'ici, là. Je veux dire, c'est quasiment de l'asphalte. Ouais. Il appelle ça quoi, le California Carpet? Ouais, c'est exactement, c'est ça. Mais ça monte dans ta barnouche, puis ça Oui, c'est descend. Ça fait mal dans les jambes quand tu descends parce que ça roule. Ben, j'ai l'impression que des fois, on a tendance au Québec, vu qu'on a des trails très techniques, que quand on tombe sur le roulant, on est comme content. Parce que, OK, ce bout-là, il est facile, il est roulant. On revient souvent à la facilité du roulant parce qu'on est tellement habitué de ne pas avancer dans du gros technique. Mais c'est pas plus facile du roulant. C'est plus rapide. Mais moi, personnellement, de mon expérience, ça fait bien plus mal. Dans le sens où nécessairement, ça impose un rythme plus élevé. Le technique a d'autres enjeux, mais le technique change le mal de place, puis tu es souvent en intensité un peu moindre parce que tu peux pas rouler dans Mistachibo ou dans le Maelstrom comme tu roulerais sur de la route, donc c'est plus difficile, mais un effort roulant en continu sur des courses comme ce que tu as pu faire là, puis je sais que cette année, tu en as fait aussi du plus roulant, c'est pas plus facile. En tout cas, je sais pas si toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve que c'est moins long, mais plus souffrant. C'est différent. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment différent. Puis, tu sais, moi, personnellement, ça me va mieux. Ouais. Parce que j'ai pas le terrain de jeu ici alentour de chez nous pour faire du technique puis beaucoup de D+. Mais, comme tu dis, c'est pas plus facile musculairement non plus. Non. Parce qu'on dit, du technique, quand tu descends, ça cogne. Ouais, mais du roulant, les jambes, ils cognent vite en sacrifice. Ça cogne tout le temps. C'est ça, c'est non-stop. Puis il faut que tu casses le rythme un peu, là. Ouais. On viendra peut-être en parler éventuellement. Là, ce que je veux faire, c'est justement ça. Mais il faut casser le rythme. Il faut dire quand tu pars sur un rythme constant, il faut que tu le casses parce que c'est dur musculairement. Ça peut être encore plus dur et plus traite. Ben oui, c'est ça. C'est quoi ton rapport avec la souffrance? Parce qu'en triathlon, tu parlais tantôt des triathlons ultra rapides en intensité. Nécessairement, il y a une souffrance, puis il y a le fait de performer, puis de continuer d'avancer malgré la souffrance. Puis clairement, en marathon, il y a ça, puis clairement, en trail, il y a ça. Comment tu vis avec ces moments-là quand tu es dans une course, puis tu dis, OK, là, mes jambes me supplient d'arrêter, on continue? Ça a pas mal changé. Comme je te disais, quand j'étais jeune, au niveau du triathlon, j'aimais ça. J'aimais ça la vitesse. J'aimais ça. Là, je sais pas si c'est l'âge ou si c'est juste parce que j'en ai fait assez. J'ai moins ce désir, tu sais. Quoique, tu sais, je vais encore faire des entraînements, j'en fais même sur la piste, puis ça pique, ça fait mal, puis je suis content après. Mais c'est beaucoup ça, je pense, c'est le après. OK. Ça fait mal là, mais je sais comment je vais être fier après puis satisfait. Ouais. C'est surtout ça, ma relation avec la souffrance, c'est temporaire. Après, tu vas être fier. Le résultat est ta motivation pendant que ça fait mal. Oui. Tu sais, ça arrive même des fois, ça c'est un peu bizarre, là, de même raconter ça. Je fais une séance d'intervalle parce que je m'entraîne énormément tout seul, quasiment toujours tout seul. Je fais une séance d'intervalle, puis je me donne moi-même une tape sur l'épaule. Je me prends vraiment ma main, je me donne une tape sur l'épaule. C'est beau, tu l'as fait, tu as fait ce que tu voulais. Tu sais, c'est comme, t'attends ce moment-là, de dire, yes, sir. Ouais. Non, mais je comprends totalement. Il faut trouver les motivations là-dedans parce que c'est un sport où il y a beaucoup plus d'entraînement que de projets, que ce soit des projets solo, que ce soit des objectifs, que ce soit des dossards. Fait qu'il faut trouver au quotidien cette motivation-là. C'est un sport qui, contrairement à plusieurs autres, souvent les sports d'équipe, les gens ont un ratio entraînement versus compétition, match, peu importe, qui est beaucoup plus élevé que nous où 98% des fois qu'on met des espadrilles, c'est pour aller s'entraîner, c'est pour aller jouer dans le bois, c'est pour aller se préparer pour le 1-2% du temps où c'est un peu l'objectif, le projet, le dossard. Moi, j'adore le processus. Ouais. C'est le processus de se rendre à un événement, c'est ce que j'aime le plus. C'est m'entraîner au quotidien,
viser un objectif. Tu sais, j'ai besoin de l'objectif, mais rendu à l'objectif, bof. Ouais. C'est de m'avoir préparé avant que j'aime. C'est vraiment d'y aller, de dire, OK, là, j'ai ça. C'est sûr que pas d'objectif, ça, j'aurais de la misère. Ouais. Tu sais, c'est plus difficile. Je suis Ça obligé prend d'en- un X dans le calendrier quelque part. Ouais, pour dire, là, je me prépare pour ça. Ouais. Mais le pour ça, il est pas si important. Est-ce que C'est ça bizarre à fait dire, que là. le processus est aussi important pour toi puis aussi plaisant? Est-ce que ça dédramatise le résultat, peu importe qu'est-ce qu'il est? Oui. Ouais, parce que tu as eu du plaisir à le faire. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout ça. Moi, c'est quand on arrive au bout, puis tu sais, hey, ou la journée de la course, hey, ça fait 2 mois que je me prépare pour ça, puis wow, ça a été une belle aventure, une belle préparation. La journée de la course, tu peux vivre plein d'affaires, des déceptions. J'en ai eu mon lot même cette année, mais au bout de la ligne, maudit que j'ai fait des beaux entraînements, des belles aventures. La course, écoute, c'est ce qui est arrivé, là. Ben, tu sais, c'est une journée dans l'année, c'est un moment, il peut se passer tellement d'affaires qu'on ne peut pas tout mettre les œufs dans ce panier-là. Puis, mais je trouve ça intéressant. On dit souvent que la ligne de départ est l'objectif, dans le sens où tu es rendu à ta ligne de départ. Après ça, ce qui va se passer aujourd'hui, tout peut arriver. Météo, nutrition, une mauvaise chute, tout peut prendre le bord. Puis le résultat sera pas à la hauteur de l'entraînement, de la préparation, mais c'est pas grave. Soyons fiers de la ligne de départ. Tu t'es rendu à la ligne de départ, tu as ton dossard de piné, puis tu es prêt, tu te sens prêt physiquement, mentalement à aller t'attaquer à ton défi. Ben, c'est suffisant. L'objectif est atteint. On peut pas tout mettre les œufs dans le panier de le jour J de la course parce que c'est rare que ça se passe comme on veut. Là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, même, ça peut aller jusqu'à l'extrême à dire, ben, si la course, je prendrais peut-être pas le départ, puis c'est pas grave parce que j'ai tellement eu de plaisir d'un mois avant. Ouais. Tout ce que j'ai vécu avant, que ça soit m'entraîner seul ou même avec des gens, tu as vécu tellement de beaux moments à te préparer. C'est le fun. Là, comme tu dis, c'est une journée sur 365. Les autres sont super le fun. Fait que moi, pour ça, c'est merveilleux. Tu sais, c'est sûr que tu souhaites que ta journée aille bien, là. Mais c'est une journée parmi tant d'autres. Non, c'est ça. Non, c'est bien dit. Je pense que c'est de quoi que faut que les gens se répètent. Puis c'est pas c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps, je pense. À force d'en faire, tu vois que le jour J, ça se passe pas toujours comme on veut. Puis on peut pas juste s'appuyer sur le jour de la course pour être satisfait de notre pratique du sport parce qu'on va être déçu plus souvent qu'autrement. Mais je pense que c'est une bonne leçon de ce que j'entends, de ce que tu racontes, de soyons fiers du processus. Puis trouvons du plaisir dans le processus parce que le processus, c'est pas mal plus long que le résultat. Là. En effet. Faut enjoy the process, comme on dit, là. Ouais. Non, c'est vraiment important. Depuis 2016, je vois que tu as beaucoup joué dans le 50 km. Ça semble être une distance à laquelle tu es revenu beaucoup, que tu t'es surpassé là-dedans. Dans les dernières années, on a vu un petit bump. Oh, on est rendu dans le 65, dans le 80. J'ai même vu un 100 km route cette année. Comment s'est passée cette évolution-là des distances, de prendre le plaisir dans le 50 jusqu'à vouloir essayer un peu plus haut? Ben, tu sais, je pense que, je sais pas qui a dit ça, j'ai déjà entendu ça, mais faut respecter la distance. Puis, j'aime pas sauter les étapes. J'ai pas, ben, tu sais, chaque personne est différente. Il y en a qui veulent aller absolument le plus vite aux 100 miles. Ça sera pas long. Moi, j'aime ça, y aller graduellement. Puis Ouais. j'ai vraiment été graduel, puis ça a juste été comme ça que ça s'est fait. Les événements, les 50 kilos, c'est là-dessus que je me voyais. J'ai jamais dit, hey, moi, je vais faire un 100 miles, puis je ne le dis toujours pas. Je ne sais même pas si je vais en faire un jour. Mais, puis là, comme tu as dit, les 2-3 dernières années, je dis, un 100 km, ça m'intéresserait. Fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans tranquillement, pas vite, mais c'est aussi les événements qu'elle donne, là, au Québec. Tu sais, on avait beaucoup de 50. Ouais. Il y a eu 65 Arikana, comme tu as dit. Donc, ça, c'était une belle distance. Après ça, je dis, bon, il y a une petite affaire de plus. On va essayer de 80 QMT. Fait que c'est aussi les occasions qui ont donné ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le UTHC 65 est un peu, je veux pas le diminuer, mais en termes de durée d'effort, il ressemble à un 50 km. Ou je sais pas si c'est nos 50 km québécois qui sont tellement plus techniques et montagneux qui font qu'ils sont un peu plus lents dans les temps. Donc, mais je trouve que la transition, moi j'avais fait ça exactement une saison où j'ai fait quelques 50, puis à un moment donné, j'ai fait le 65 va être l'objectif. Puis la transition, c'est vraiment bien faite parce qu'en durée d'effort, c'était comparable parce que c'est une section d'Arikana qui est
qui est pas la plus technique comparée à d'autres bouts du 125. Puis, quand tu as des jambes fraîches, tu peux rouler plusieurs sections. Donc, j'ai senti qu'après ça, moi, du 65 à un 80, c'est là que le step, je l'ai vraiment plus senti dans la progression. Ouais, ben, tu sais, 65 aussi, c'était, comme tu dis, Arikana, relativement, il y a des sections roulantes. Après ça, je suis tombé dans le 80 QMT. Pas ben de roulant. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Surtout la dernière section avec le Mestashibo, là, parce que le 80, on termine au Mont-Saint-Anne. Ah, je l'ai trouvé dur. Ouais. Il y a des portions qui sont un peu plus roulantes, mais mettons sur le 110, ton dernier 20 kilos, t'es supposé pouvoir courir cette section-là, mais t'es complètement cassé. Mais le 80, il y a un parfait ratio de. À part le petit droite avant Saint-Tite des Caps, quand tu sors du bois, il n'y a pas grand moment où tu peux te dire, ouais, là, je peux dérouler un pace qui a de l'allure. Là. Non, en effet. Fait que c'est ça. Ça a été mon baptême du 80. Comment ça s'est passé? Ouais. Quand même bien. Ouais, j'étais satisfait. Tu sais, je savais pas à quoi m'attendre parce que j'apprends à chaque fois. Tu sais, comme je t'ai dit, je vais graduellement. J'apprends. J'avais testé une petite nouvelle nutrition un petit peu. Puis ça partait, comme je t'ai dit, moi, je reste à Terrebonne. Ben, on l'a pas dit, en fait. Je reste à Terrebonne, fait que c'est pas mal plat. Ouais. Fait que là, partir avec le massif en partant, ça, c'est un défi. Ah, ça part fort. Ah, ouais, ça part fort. Fait que, je me suis pas trop énervé en partant au massif. Là. J'ai laissé un peu partir, là. Entre autres, Jean-Philippe Thibodeau, là, qui est parti en avant. OK, ça, c'était la même année que JP avait remporté. Ouais, c'est ça. C'est rapide. Ouais, fait que là, puis c'est l'année qui faisait 35 degrés au départ à 5 heures le matin. On a eu même un orage pendant la course. Ben bref, j'ai laissé aller, puis en arrivant en haut massif, finalement, je m'étais pas tué les jambes en la montée. Puis là, ben là, j'ai rejoint JP juste tout de suite après sortant du ravito. On a couru ensemble un petit peu. Mais j'avais jamais fait aucun des sentiers. Juste le Mestashibo, je l'avais déjà fait. Mais c'est tout. Le reste, j'avais jamais rien fait. Fait que j'ai tout le sentier des Caps, c'est ça qu'on appelle. Magnifique. Mais c'est quand même, tu sais, c'est du sentier. Fait que j'ai couru tout seul sans tout le reste. Jean-Philippe, on s'est lâché à un moment donné après la sortie du massif, là, puis après ça, j'ai couru tout seul tout le long jusqu'à la fin. Ça a été long, ça, quand même, là, sans savoir qu'est-ce qui se passe en arrière. C'est toujours sans trail, là, tu sais. Là, c'est ça. Tu sais pas ce qui se passe en arrière, tu sais pas ce qui se passe en avant. C'est... Ouais, quand même pas payé. Puis, Le sentier des Caps, il est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est un sentier parfait parce qu'il y a une espèce de... Oui, il est montagneux, oui, il est technique, mais il n'est pas si montagneux, puis il n'est pas si technique. Fait qu'il se court quasiment au complet. Puis il est vraiment beau. Au début, tu as des super points de vue. Tu sais, quand tu rentres après le massif, après le ravito du massif, le 10-12 kilos qui suit, tu as des super points de vue. Cap, je me rappelle pas lequel, mais tu arrives, il y a une petite cabane, puis tu as une vue écœurante sur le fleuve. Mais le dernier 20 kilos du Sentier des Caps, jusqu'à temps que tu sors du bois à Saint-Tite, il est un peu labyrinthe dans le sens où là, tu n'as plus de point de vue. Tu virailles un peu en rond, c'est super beau comme type de sentier, il est le fun à faire, mais tu sais pas, tu es rendu où, le nord, sud, est, ouest, tu perds un peu la carte, puis ça doit être dur, comme tu dis, d'être complètement seul dans ce bout-là aussi, non? Oui, en effet. Mais comme tu as dit, c'était vraiment beau, là, tu sais, c'est vraiment une forêt québécoise. C'est une forêt québécoise, tu t'imprègnes, c'est beau, c'est merveilleux, là, t'arrives à un refuge, il y a les bénévoles, ils sont tout contents de te voir. Let's go, on prend un petit morceau de melon d'eau, parce que ça fait du bien. On repart, puis c'est parti. Puis après ça, t'arrives à Saint-Tite-des-Caps, ma conjointe est là. Donc, on a pu changer de souliers parce que j'avais mal aux pieds un petit peu. Bref, après ça, on repart. Puis là, c'était le bout, le Mestashibo, ça, je l'ai trouvé vraiment long. Je l'ai pas aimé. Jean Fortier, il aime ça. Désolé, Jean. Jean, c'est un super événement, mais le Mestashibo, non. Je pense qu'il aime ça entendre ça parce que on fait ça pour se challenger, puis là, tu finis ta course dans un bout vraiment, vraiment tough, vraiment challengeant. S'il voulait pas qu'on souffre, il nous ferait passer ailleurs. Là. Je pense que ça fait partie du plaisir. Il faisait chaud. Puis oui, cette année-là, c'était particulier. Là. J'avais hâte de finir, puis aucune dent en arrière. Écoute, j'en ai marché des bouts, là, plusieurs bouts. J'étais comme, non, faut juste finir. Ça a quand même bien fini. Là, je veux dire, j'ai terminé, traversé le boulevard, puis let's go, on arrive. J'étais content, j'étais vraiment content. Premier 80, puis j'ai réussi à tenir quand même tout le long. J'ai pas complètement sauté. Ah, c'est ça. Ouais.
C'est un bon test pour la stratégie nutritionnelle aussi. Tu sais, quand on arrive sur une nouvelle distance comme ça, on passe plus de temps dans le sentier. Donc, nécessairement, il faut plus manger. Tu sais, un effort. En tout cas, toi, à la vitesse que tu fais tes 50, j'ai l'impression que c'est une durée d'effort qui peut se faire sur une nutrition minimale. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, quand on parle de 4h40, 5h, 5h30 d'effort, c'est des distances où tu peux être en petite carence calorique d'heure en heure, puis tu vas quand même te rendre au bout, puis à un moment donné, à la fin, il va falloir qu'après ta course, tu récupères tout ça. Mais quand on tombe sur des efforts qui dépassent le 8 heures, peu importe les gens, c'est quoi leurs objectifs, moi mon feeling, c'est que dépasser 7-8 heures, là, la nutrition devient d'autant plus importante parce que tu peux pas juste vivre sur une carence calorique à chaque heure, une carence de glucides à chaque heure. Faut que tu manges du solide, faut que tu réussisses à rentrer des glucides puis des calories parce que 8 heures, c'est long pour être en carence. Là. Ouais, ben c'est ça, comme je t'ai dit, j'essaie des choses, j'ai complètement, tu sais, changé un peu quand je faisais 50, comme tu dis, c'était de l'eau, puis j'avais soit des gels ou des petites barres exactes, des barres de fruits exactes, c'était un ou l'autre. Fait que c'était pas rien dans mes bouteilles autre que de l'eau. Puis là, ça a été, dès que je me suis inscrit au 80, bon, là, c'est calories liquides, let's go, faut que ça rentre. Ouais. Fait que là, j'ai testé, là, j'avais la NAC qui venait juste de sortir, il me semble, cette année-là, la boîte d'Ultra-Énergie. Ça a sorti 2021, je pense. Ça sorti en 2022. Donc, je l'avais pas encore. Non. Okay. Donc, non, c'était Scratch. Donc, j'avais Scratch Nutrition. Les autres avaient déjà des calories liquides même assez élevées. Fait que là, j'ai couru avec ça. Puis, un peu des gels puis des petites barres. Fait que, puis là, je veux pas maintenant, je suis toujours avec des calories liquides, là. L'Ultra-Énergie de NAC, là. Donc, dans les bouteilles, là, j'en ai tout le temps. Ça, c'est ce qui marche bien pour toi? Ouais. As-tu essayé le bouillon salé? Non, pas encore essayé. La nouvelle affaire, je te le recommande. Ben, c'est vraiment différent, mais moi, ça fait pas longtemps. On dirait que c'est comme sorti dans ma fin de saison de course où j'étais là à 2 semaines d'Arcana. Je vais pas tester une nouvelle affaire. C'est pas une bonne idée. Mais là, on dirait que je commence à refaire des entraînements plus longs. Puis là, je fais tabarouette, OK, intéressant. C'est pas une plug, ils payent pas pour être là. C'est juste que je me demandais si toi, tu l'avais testé. Non, mais ça va venir, j'imagine. C'est ça. J'ai augmenté, quand on parlait d'augmenter distance, fait que moi, ça a été tranquillement là. Puis 100 km, je l'avais en ligne de main, ça fait que ça fait peut-être 2 ans. Cette année, je me suis dit, go, je me lance dans le 100 km. Là. Puis c'est de chercher le bon événement aussi. Je voulais pas un 100 km avec trop de D+. Comme je t'ai dit, je n'ai pas alentour de chez nous. Fait que, puis tu sais, sinon, Arikana, c'est ça. Ben, j'étais inscrit au Arikana 125 en 2021. Okay. Mais finalement, j'ai écrit à Marlène une couple de semaines avant. Ah non, je vais y aller pour le 80 finalement. Tu te sentais pas prêt? Non, je me sentais pas prêt. Puis j'avais été aussi faire la reconnaissance de parcours un peu avec David Savard-Gagnon. Puis j'avais dit 125, les Morios, tout ça. Oh non, pas sûr. J'ai pas assez de sentiers chez nous pour ça. Ouais. J'ai changé de 80 plus roulant. Du 65 au 125, c'est une bonne bouchée parce que, tu sais, je veux dire, Arikana, toutes les tracks s'intègrent dans la même track du 65. Tu sais, dans le 80, je pense que c'est un peu plus roulant, puis à un moment donné, tu rentres dans le 65. Après ça, le 65, c'est cette portion-là au complet. Le 42, c'est le dernier 42. Mais le 125, il y a la moitié du parcours que tu peux pas voir en ayant participé à d'autres éditions d'Arikana. Il faut faire le 125 ou y aller en entraînement. C'est de loin le bout le plus tough de cette course-là. Tu sais, le premier 35 kilos de cette course-là jusqu'au ravito après les Morios, c'est, à mon sens, à moi, le 35 km le plus dur dans les événements qu'on a au Québec en ce moment. Là. Ben, j'espère peut-être un jour m'y mettre là-dessus. Là. Je veux pas te décourager, je disais juste ça pour mettre en garde parce que des fois, les gens sont comme j'ai fait le 65, ça a bien été, c'était quand même roulant, mais aller faire le 125, 100% d'accord si c'est ça l'objectif qui vous tente. Mais en garde quand même. La deuxième, le double de kilomètres, oui, tu le sens, c'est sûr, mais le 60 que tu commences, il est une autre game complètement. Là. Ouais, puis comme je t'ai dit, tu as vu, j'ai démissionné, j'ai été sur le 80. Des fois, c'est la bonne chose à faire. Il faut s'écouter, il faut se respecter. Puis si tu le sentais pas, c'est mieux de changer. Là. À un moment donné, mais tu sais, c'est une affaire. Tu parles des fois que je performe et tout, mais c'est une pression des fois que tu peux aller prendre un départ, juste pour prendre le départ, c'est plus dur, tu sais. Ouais. Puis ça, je trouve ça, tu sais, c'est une pression que des fois je me mets puis que j'aimerais ne pas me mettre. Tu sais, c'est moi-même qui me la mets, là, c'est personne d'autre, là. C'est moi-même qui me dit, mettons, si je fais le 125, exemple, ouais, mais là, tu sais, il faut quand même que je roule où je sois là. J'aimerais ça pouvoir dire, j'y vais, je
me mets un masque à la tête. Je suis pas Mathieu Dubé. Ouais. Puis le faire, tu sais, il va vraiment relax juste pour le faire. Fait que toi-même que tu sens cette pression-là que tu peux pas te faire une run de dire OK, aujourd'hui je m'inscris, je m'en vais faire telle course, mais juste en mode finisher. Ben, ça va arriver. Puis ça arrive. En fait, je suis de plus en plus vers ça. Tu sais, je veux dire, je vieillis, mais aussi moins le désir. Tu sais, j'ai le désir de pouvoir les faire pour le faire, tu sais, profiter de l'événement, tu sais. C'est le fun de courir sans avoir à regarder en arrière ou arriver dans les ravitaux puis demander. Ben, je dis que c'est le fun, c'est parce que moi, c'est juste ça que je connais, mais il y a un côté le fun de t'arriver dans le ravito puis ton seul focus, c'est manger, remercier les bénévoles, repartir, puis il n'y a pas de. Je peux pas m'imaginer, moi, courir dans le sentier, puis pas voir en avant, en arrière, puis d'essayer de fighter pour une position. La seule fois que ça m'est arrivé, c'était à Cryo. Fait que je te confirme que sur le lac Saint-Jean, je la voyais de loin, en avant, en arrière, la compétition. Fait que j'ai pas eu à me stresser avec ça, à pas savoir c'était où. C'était des lampes frontales, tu le vois venir de loin. Mais je t'encourage dans les prochaines années, si tu veux faire des événements juste pour le fun. Il y a un côté vraiment le fun d'être en mode 100% récréatif, là. Ben, j'ai fait dans les 2 dernières années, là, pas 100% récréatif, mais entraînement, pas trop de pression, l'Ultranza à Valmorin. J'allais là parce que mon partenaire Salomon donc était là. Puis je me suis dit, bon, je vais m'inscrire, je vais la faire pour le plaisir, vraiment mode entraînement. Tu sais. Puis cette année, ça a été ça. Là. Je suis parti, je pense que c'était 30 km. C'est un entraînement, j'y vais, remercier les bénévoles, je me suis perdu 2 fois dans le parcours. Désolé, Jacques, c'était quand même bien. Puis en plus, je connaissais le parcours, c'est vraiment de ma faute. Perdu 2 fois, ce qui fait encore plus. Bon, on va juste courir, tu sais, on va donner un bon entraînement. L'entraînement est plus long, c'est correct. Ouais, puis c'est le fun. Puis tu rattrapes du monde qui pensait que tu étais en avant. Ouais, c'est ça. Là. Puis tu parles avec eux autres. Ça, c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que là, cette année, tu avais quand même un gros build-up qui menait jusqu'à à ton premier 100 km. Raconte-nous un peu comment t'as bâti ta saison pour te rendre jusqu'à le Harriers Elk Beaver Ultras, que je connaissais pas du tout quand j'ai vu le nom. Je suis allé voir sur leur site. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais. Ben, moi, c'est mon 2022. Il a terminé sur une très grosse déception. En tout cas, je ne sais pas si c'était supposé arriver dans le sujet, mais bon, j'ai participé en Thaïlande au championnat du monde, où que j'avais été sélectionné pour aller représenter le Canada. Puis j'étais prête. Sérieusement, j'étais en forme. J'avais même fait plus de D+ qu'à l'habitude pour être ça. Puis ça a mal viré. Donc, c'est une erreur de débutant pour un vieux au niveau de la gestion de la nutrition. Donc, j'ai eu des grosses crampes parce que j'avais ingéré beaucoup trop de glucides. Après, avec du recul, après, j'ai comme qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Ça a été très décevant. Fait que ce qu'il a fait, c'est que quand je suis parti de la Thaïlande, j'avais une rage, une soif de vouloir en faire. Tu sais, ça m'a pas découragé. Il y en a que ça pourrait être découragé. Moi, ça m'a pas découragé. Ça m'a motivé. T'as rebondi de ça? Ah, j'ai presque pas pris de pause. Puis let's go. Let's go. Puis là, c'est le 100 km. C'est l'année prochaine. Let's go, on en recherche. Puis j'ai même voulu en faire dans l'hiver. Ça n'a pas donné. Tu sais, c'est sûr que le travail d'enseignant, des fois, c'est pas évident à partir pendant l'hiver. Ben oui. Fait que j'ai trouvé ça. En fait, c'était à Victoria. Puis comme je t'ai parlé tantôt, j'ai des amis à Victoria qui viennent du triathlon. Donc, que c'est un peu une deuxième famille. Fait que je disais, ça va me donner la chance d'aller les voir. Ben oui. Puis ça portait le nom de championnat canadien de 100 km sur route. Et je te confirme, sur la boucle de 10 km, il y a pas 200 mètres d'asphalte. Il y a même pas c'est un championnat de route, mais il n'y a pas de route. Zéro. C'est une boucle autour d'un lac où je m'étais entraîné déjà beaucoup parce que, comme je t'ai dit, j'ai passé des mois et des mois à Victoria. C'est un lac, ça fait 10 km. Donc, énormément de monde s'entraîne là-bas, marche là-bas, font du vélo là-bas, promènent leur chien là-bas. Tout ça. Ça fait le tour du lac, 10 km, c'est de la poussière de roche, de la terre, un peu de racines. Donc, des petites buttes, là, c'est pas très coûteux, mais quand même fini, je pense, avec pas loin de 800 mètres de dénivelé sur 100 kilos, ce qui est pas beaucoup, mais c'est pas plat. Non, c'est ça. Pour un championnat canadien de course sur route, 800 mètres, c'est quand même pas négligeable. Ouais, mais ça faisait du bien. Puis, fait que ton 100 km, c'était 10 fois le tour du lac. Ouais. Wow. Ouais, tout le monde dit ça. Hey, wow. Mentalement, ça doit être tough? C'est l'inverse. Ah ouais? Ouais, surprenamment, là, tout le monde me dit ça. Wow, yark. Non, vraiment le fun. Parce que moi, de façon que je suis parti en tête, c'est je fais pas 100 km, je fais 10 tours. Ouais. Fait que je l'ai pas vu comme un 100. Je l'ai vu comme un 10 tours. Fait qu'à chaque tour, c'était comme check. Fait que tu sais, t'as juste 10 checks à faire au lieu d'en faire 100.
Dans ta tête, t'es pas, il me reste 92 km, il me reste 9 tours. Le chiffre est C'est moins ça. impressionnant. Exactement. Puis, Ah, tu sais, comme je t'ai dit, intéressant. j'avais des très bons amis à chaque tour. Fait que t'arrives au même ravito, c'est super synchronisé. À chaque 10 kilomètres, tu changes tes bouteilles, prends ta nutrition, tu repars. Fait que, tu sais, c'était mon premier 100, là. Fait que j'ai été là, c'était au mois de mai. Ouais, OK. ouais. Mais malheureusement, j'étais vraiment focus, mais je me suis blessé. Tout le mois d'avril, 3 semaines, j'ai pas couru. OK. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, regarde, j'ai mon billet d'avion, je m'en vais voir mes amis, je vais y aller, puis on verra. Fait que la préparation n'a pas été optimale, pas comme je voulais. C'est sûr, j'ai été un peu plus lent que ce que je pensais, mais pour une expérience de 100 continue, ça a été, j'ai été agréable. Tu sais, c'est sûr, ça m'a aux jambes, là, je veux pas, mais ça a été agréable. Non, c'était le fun, vraiment, puis d'avoir des connaissances toujours là, à chaque 10 kilomètres. Puis, tu sais, même ça, Brand, mon ami, même à la fin, le dernier tour, il est venu finir à vélo à côté de moi avec un autre gars avec qui on s'entraînait en triathlon dans le temps. Ah, c'est cool. Rire avec eux autres, c'est quelques derniers kilomètres qui me niaisent. Il y a une bière à l'arrivée qui t'appelle. Je suis parti. Let's go. On Fait se que, motive comme on non, peut, hein? ouais, mais c'était vraiment une petite course. Championnat canadien, faut s'entendre, là. Tu sais, il y avait un 50, un 80 puis un 100. Puis on était peut-être 50 au départ, là. Je sais pas combien OK. on était. Ouais. Mais quand même, ça veut dire que tu es champion canadien de 100 km route. Ouais, Pas sur route, mais route. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai quand même mis des suies de route parce que c'était quand Ouais. même c'était pas un sentier. Fait que j'ai mis des suies de route. Mais j'ai hésité entre autres, un soulier de route, voyons, soulier de sentier. Mais belle expérience, ouais, j'ai bien aimé. Puis, Fait que c'est ta j'ai- première fois dans une distance à 3 chiffres. Puis là, ouais, ben, moi, je le sais d'avance, tu me l'as dit, qu'est-ce qui s'en vient pour toi l'an prochain, mais ça t'a donné le goût de continuer d'explorer cette distance-là du 100 km. ouais, mais en fait, j'ai été inscrit, ça aussi, déjà depuis janvier, au Vermont 100. OK? Le Vermont 100 kilos, pas le 100 Ouais. mètres. Le 100 kilomètres, c'était pas mal. Je pense que je l'ai pas trop dit, mais j'avais beaucoup d'espoir, cette course-là. OK. Je, même si après, j'avais le championnat canadien aussi, mais je sais pas pourquoi le Vermont 100 me parlait. Ouais. Ça me Ben, c'est une course parlait, qui est iconique. Tu sais, c'est un des c'est plus ça. vieils événements trail au monde, aux États-Unis surtout, mais au monde. Puis, ben, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui y vont, fait qu'on en entend souvent parler vu que c'est à côté, hein. Ouais, fait que, mais j'étais vraiment focusé là-dessus après. Des bons entraînements. J'avais, tu sais, préparé en fonction de. Je m'étais même trouvé un super bon pacer, quelqu'un que je pense qu'on connaît un petit peu, là, il s'appelle Jean-François Cochon. Ouais, une petite quoi? Ouais. Ben, merci Jean-François. Il Crème s'était pacer de porté. luxe. Ouais, c'est ça, il s'était porté volontaire pour venir me pacer pour les derniers 50. Écoute, j'étais content, ça a été une belle expérience. Mais ceux qui s'en rappellent pas, début juillet, cette année, il y a eu des inondations incroyables au Vermont et ça a été annulé. Ouais, c'est Et, triste. ils n'ont pas eu le choix. Écoute, on a vu des images. Non, non, Il y a c'est des ça. portions de route qui n'avaient même plus. Non, non, exact. C'est plate pour les coureurs, mais c'est beaucoup plus plate pour la communauté En là-bas effet. parce qu'il y a eu des gros dommages par rapport à ces inondations-là, là. Tu sais, tu peux pas leur en vouloir zéro. Mais moi, personnellement, ça a été très dur. J'ai trouvé ça très dur mentalement. Je sais pas pourquoi. Ça m'a mis à terre de ne pas pouvoir faire cet événement-là que je voulais faire. Ben, tu C'est voulais comme donc courir 50 km avec Jeff Cochon, puis tu n'as pas eu l'occasion. Je pense que c'est ça qui est ça. la peine d'amour est là, là. Probablement. Ouais, Jeff, on va se reprendre, Jeff. Fait que est-ce que tu t'as switché ton focus sur un autre objectif après cette annulation-là qui t'a fait mal? Ben, j'avais du Squamish, le championnat canadien de 80, qui était Ouais. déjà cédulé. Mais j'ai quand même pas trouvé le vouloir que j'avais sur le Vermont 100. Ah ouais, ok. Ouais, je suis arrivé à Squamish, tu sais, j'ai essayé de faire un peu plus de technique, mais je suis arrivé à Squamish, j'ai pris le départ, qui était très compétitif cette année pour un championnat canadien. Ça a été le championnat canadien le plus compétitif de l'histoire. Mais sur la ligne de départ, j'étais pas dans un mode je me tente de racer. OK. Non, je voulais le faire, mais j'étais pas je vais racer sur le départ. Tu sens-tu que c'était relié avec cette déception-là encore du Vermont, les mois qui ont suivi? C'est possible. Ouais. Possible. Ouais, parce que ce que je voulais, c'était peut-être plus le parcours roulant du Vermont. Mais Squamish, c'est magnifique. Puis, tu sais, je savais que ça allait partir très vite. J'étais avec mon ami Alexandre Ricard là-bas. Puis, Ouais. il me l'a dit, il dit, pars pas vite. Il
Il dit, il y en a qui partent là, puis ça finit par rattraper, ça pète tout le temps. Ben oui. Là, le calibre, c'était autre chose, tu sais. Fait que, tu sais, on partait là-bas, le Squamish, c'est les premiers 10 km, c'est sur le plat, là, c'est pratiquement plat, c'est de l'asphalte, poussière de roche. Fait que j'ai laissé le peloton en avant partir un peu, je me suis pas trop énervé. Puis tranquillement, le premier 50, ça a été moyen. Ben, moyen. Ça a été bien quand même. Tu sais, je veux dire, moi, quand je t'ai dit, ça me tentait pas plus de pousser. Fait que je suis parti à mon rythme, puis j'ai rattrapé graduellement. Ouais. Et, je pense que j'étais 12, 13e, peut-être même après les 2, 3 premiers ravitaux, puis graduellement, je remontais un petit peu. Les sections descendantes, roulantes, par contre, j'ai déroulé les jambes. Je pense que j'ai eu les deux, tu sais, segments Strava, je pense que j'ai ramassé les meilleurs temps, les deux des sections les plus roulantes. Puis après ça, à la fin, le moment donné, arrive au dernier ravito pour faire ça très vite, 70e kilomètre environ, parce que c'est un 80, on l'avait pas mentionné. Ouais. Là, je sors du ravito, puis j'entends, il y en a un qui s'en vient, puis il dit hey, t'as juste 2 minutes. Ah là, Colin. Je suis là, j'étais en 7e place, faut quand même pas que je perds ma 7e place. Là, let's go. En fait, je pensais que j'étais 8e, mais j'étais 7e. OK. Je ne sais pas que je perde ma 8e. Fait que là, je suis OK. Alors, le dernier 10 kilos, là, j'ai pesé un peu sur le gaz. OK. Fait que là, je l'avais fait la dernière section avec Alex Ricard, justement. Fait que j'ai ouvert le gaz, j'ai roulé un petit peu plus vite, puis ça a donné je l'ai distancé, je pense, de plus de 10 minutes, finalement. Mais j'ai aussi rattrapé le gars en avant. Fait que, finalement, j'ai fini 6e à la place en remontant un petit peu. Pour une journée qui n'allait pas particulièrement comme tu voulais, c'est quand même un beau résultat, considérant la compétition qu'il y avait là. Est-ce que toi, de ton expérience de coureur, tu as appris quelque chose là, de te dire, OK, ça sert à rien de partir en avant du peloton de tête dès le début sur le gun parce que ça finit toujours par revenir. Puis en ayant fait plus ta course, de ce que j'entends, ton premier 50, tu l'as fait à ton rythme à toi. Puis au final, ça t'a donné une belle performance. Ouais, quand même, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis que je pense que j'ai les bonnes capacités de faire ça. De partir plus lent, puis de rattraper. Puis c'est ce qui me donne le goût de faire plus long. Ouais. Tu sais, partir plus lent, là, parce que c'est rendu qu'un 50 km, je trouve ça vite. Ouais, ben ça part vite. Faut que tu partes vite dès le début, alors que tu sais, un 80, un 100, ben, faut que tu te retiennes un peu, puis t'en gardes, puis ça va revenir, tu vas rentrer dans le long. Je pense que c'est de quoi que n'importe qui écoute, peu importe le niveau, peu importe si on vise des top 10 ou des top 3 ou juste finir, c'est de quoi qui est à apprendre puis à tenter d'appliquer parce que c'est à la fin quand on a encore des jambes que là, c'est intéressant d'avoir encore des jambes. Tu sais, c'est le fun. De pas passer, mettons, tu fais un 80 km. Ça peut être long le dernier 30 si t'es complètement explosé parce que t'es parti vite, mais partir plus smooth, à ta vitesse, laisser le temps aux jambes de revenir plus tard ou juste de pas s'exploser, c'est vraiment satisfaisant quand tu arrives dans des sections de fin de course puis que là, oh, OK, je suis supposé être scrap puis il me semble que ça va quand même bien. Ça fait une expérience de course qui est complètement différente. Hein. Ouais, vraiment. C'est ce que j'ai découvert cette année plus, que c'est vraiment le fun de faire ça. Ouais. Justement, finir les 10 derniers kilos, comme tu dis, de pouvoir être où les taux, puis c'est le fun. Hey, c'est le fun, hein? Quand tu vois la ligne d'arrivée, puis t'es pas en agonie, puis t'es plus, hey, yes, je peux pousser encore, il me reste un petit peu de gaz. Puis souvent, n'importe qui fait ce sport-là, je pense, aime atteindre ses limites, puis pousser fort, puis d'être satisfait d'un effort. C'est plate, finir, puis dire, hey, le lendemain, j'aurais peut-être dû en donner plus, mais je me suis tellement explosé, genre au début, qu'à la fin, j'avais plus de gaz. Alors que tu peux mieux gérer je veux me rendre ma tank de gaz à 0 à la fin quand t'es patient. Puis quand tu vois les derniers kilomètres arriver, là, tu peux te donner plus parce que là, t'es à même de constater qu'est-ce qui te reste à peu près comme jus. Puis moi, en tout cas, c'est mon feeling. Puis j'ai l'impression dans ton histoire, c'est un peu ça aussi. On peut mieux calculer qu'est-ce qui reste puis tout donner à la fin quand il reste quelque chose. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, Doris, mon entraîneur, parce que je suis revenu avec, là, j'ai pas été coaché pendant plusieurs années, je suis revenu avec il y a peut-être 1 an et demi. Puis c'est tout ce que toujours il nous a enseigné, c'est retenez-vous, soyez split négatif ou même accéléré tout le temps. Puis maintenant, je suis de même à l'entraînement. Cette année, en compétition, j'ai commencé à faire ça. Puis tu sais, on regarde les meilleurs coureurs de marathon, tu sais, même les Louis Kipchoge de ce monde, ils font ça, tu sais. Les derniers records du monde qu'on a vus, ils finissent à une vitesse de fou au marathon. Là. Ouais. Ils se gardent pour pouvoir se donner au complet jusqu'à la fin. Exact. C'est le fun. Oui, vraiment. Puis tu sais, ma dernière course cette année,
qui a pas non plus super bien été. Comme je t'ai dit, ça a été une saison un peu difficile. Le Bromont Ultra, ben, j'avais pas de fun, pas en tout. Le Bromont, moi, je voulais faire le 80. Là, après ça, je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de mettre le 80 à 3 heures du matin. Ça me tentait pas. Tu sais, je fais quand même ça pour avoir du plaisir, tu sais. Fait que, tu sais, si tu te dis, 3 heures, non, moi, ça me tente pas. Bon, OK, on va faire les 55. J'avais jamais fait de Bromont Ultra. OK. Fait que je fais 55. Comme on sait, il y a eu une météo assez extrême. Ouais, c'est ça, hein? Je suis content d'avoir fait le 55. Finalement, c'est 80, c'était payé. Mais, non, Bromont, j'avais pas de fun pas à tout. Mais, tu sais, après ça, la deuxième moitié, c'est arrivé la même chose. Je dis, bon, là, le parcours, il était plus roulant la deuxième moitié. Puis c'est comme, ben là, je suis encore des jambes, là, je vais rouler. Là, je vais ouvrir la deuxième moitié. J'ai ouvert la machine un petit peu, mais il était trop tard pour espérer avoir des espérances que j'aurais voulu, là, parce que la première moitié, j'étais dans des idées, on peut dire, comme le monde le sait, mais des fois, on court des idées pas noires, mais négatives, si on peut dire. Des fois, on embarque dans une spirale puis on se creuse notre propre trou, là. Je l'avais creusé profond. Fait que là, maintenant, j'étais arrivé sur le ravito chez Bob. En tout cas, il y a un gros ravito, là, puis là, j'embarque sur le chemin de campagne. Là, let's go. Là, il est temps que tu te réveilles un peu. Puis ça a mieux été de mieux en mieux, là. Ouais, mais des fois, c'est des runs que tu te dis, c'est pas la journée espérée, mais il y a des apprentissages qui se font dans ces moments-là. Puis on se creuse un trou, mais des fois, peut-être que la prochaine fois que tu vas te ramasser dans une situation comme ça, on finit qu'on sort de notre trou. Puis des fois, il faut se rendre dans le fond dans une course pour apprendre à en ressortir. Puis ça nous donne les outils pour la prochaine fois, peut-être pas se rendre aussi profond ou s'en ressortir plus vite. Oui, tout à fait. Cette année, j'ai appris beaucoup ça, là, tu sais, Ouais. d'y aller graduellement, puis la deuxième moitié peut aller vraiment bien. C'est ça que j'ai fait que là, 2024, t'as des gros objectifs. Comment ça se dessine pour toi? Ben, comme je t'ai déjà parlé, c'est ça, le premier gros objectif s'en vient vite, dans 2 mois. 10 février, Black Canyon Ultra 100 kilos. Je pense que c'est un parcours qui me va bien. Comme je te parlais ici chez nous, pas trop de D+. Je me suis rendu compte cette année, même chose, les D+, le technique, j'étais un peu... c'est pas ma tasse d'été tant que ça. Fait que je dis, Black Canyon Ultra, ça a l'air le fun. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une attirance pour les paysages désertiques. Ouais. Aussi. J'aime bien ça. J'aime vraiment, là, ben, quand j'étais triathlète, j'ai été m'entraîner plusieurs fois en Arizona. Puis, non, j'aime bien ça. Fait que là, je l'avais dans la ligne de main, ça faisait quelques années. Puis là, je dis, ben, à la fin du Bromont Ultra, ça donne de même, justement. Je parle avec Charles Castonguay. Là, on se parle de nos plans. Puis là, il me dit, on s'en va là. Je l'avais dans la tête, moi aussi, je pensais. Fait que finalement, on s'est retrouvés. On était un groupe de coureurs de la région de Québec. Plus, moi, je suis plus de la région de Montréal, mais on est quelques gars, quelques bons coureurs. On se retrouve, on est 5 finalement, là, présentement, d'être inscrits au Black Canyon Ultra. Ah, c'est trippant, ça. Ouais, j'ai bien hâte. Fait que 10 février, 100 km dans le désert. On va voir une nouvelle expérience. Fait que là, ça veut dire qu'avec la neige qui tombe, le froid qui arrive, la glace sur l'asphalte et tout, là, tu tombes dans tes derniers gros blocs d'entraînement en vue du 10 février. Là. Ouais, c'est sûr que j'ai pas relâché. Là. Mais tu sais, j'ai fini la saison, puis en fait, mon entraîneur, il m'a chicané, il voulait que je prenne un bike, j'en ai pas pris. Moi, j'étais motivé, j'aime ça, c'est une passion, j'aime ça courir. Fait que tu sais, une semaine à pas courir, je suis quasiment malheureux. Ah oui. J'ai reparti tout de suite, puis tu sais, j'ai pris une semaine plus basse, après ça, let's go. Fait que oui, je m'entraîne quand même pas mal, puis c'est sûr qu'on va faire du tapis roulant, puis ouais. on va se préparer pour ça, puis après ça, ben comme j'ai dit, ben le 100 km, c'est une distance que j'aime, en tout cas que j'ai expérimenté une fois, mais que je veux développer. Puis cette année, à date, j'ai déjà 300 km de prix. Oh, OK. Fait que t'as Black Canyon, après, qu'est-ce que t'as dans la mire? Ça sera pas connu non plus, le Mad City Ultra. OK. C'est un 100 km, championnat américain de 100 km sur route. OK. Fait que ça, c'est vraiment route-route ou c'est comme... C'est vraiment route. Ouais. C'est dans un parc aussi. OK. Je pense, je me trompe pas, c'est 10 km, 10 x 10 aussi. OK. Mais sur de l'asphalte. Ouais. Intéressant. Fait que ça, c'est en avril, ça, c'est prévu. Mais je suis pas inscrit encore, là, mais c'est dans mes objectifs. Puis après ça, le Vermont 100 que je remets. Ouais. Ça, c'est un autre 100 km. Après ça, c'est en juillet. On verra après. Ouais, c'est ça, il reste du temps après, mais ça commence fort. La première moitié de l'année va être intense. Ouais, 300 kilos. Tu sais, ils sont quand même distancés. C'est sûr que février, avril, un peu plus proche, là. Ouais. Mais après ça, avril à juillet, bon,
il y a un bon gap. Après ça, on verra, probablement en septembre, là, une course au Québec. Il faut quand même que je visite mes sentiers québécois. Là. Ben oui. Ouais, Ah ben c'est trippant. Ça. On va te suivre en février. On va suivre ce groupe-là de Québécois en février. Black Canyon, on dirait que ces courses hivernales-là sont le fun à suivre parce que l'été, tu essaies de. Comme moi, je suis un gros fan du sport aussi, au-delà de le pratiquer. Des fois, il y a 3-4 événements en même temps. Tu essaies de suivre le sport, tu essaies de suivre les Québécois un peu partout. Il y en a beaucoup. Black Canyon, quand ça arrive, c'est pas mal tout seul dans son coin dans l'année, ça. Fait que moi, je sais qu'à chaque année, c'est une des courses que je suis le plus. On a toujours des Québécois qui sont là. Fait que très hâte de te suivre. ouais, j'ai hâte de l'y aller. C'est vraiment pour l'expérience. J'ai Ouais. aucune prétention de podium là-bas. Puis c'est ça qui est le fun aussi d'aller à une course que t'es pas connu, puis que tu le fais pour le plaisir de le finir. Là. Première Ouais. chose, ça va être juste mon deuxième 100 km. Là. Ouais. Puis après avoir fait un 10x10, là, c'est le fun de faire un sentier qui est linéaire. Tu pars d'un point A, puis tu descends direction sud pendant 100 km. Il y a de quoi de trippant aussi de connecter 2 points aussi loin en une seule course. Hein. Ouais, non, vraiment, j'ai bien hâte de vivre l'expérience. Là. Mm. Ah, on va suivre ça. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a vraiment été hyper intéressant de te jaser, de découvrir ton parcours, de découvrir ce qui te motive, ce qui te craint. Puis je pense que dans tout ce parcours-là, ça peut inspirer, ça peut donner des clés à du monde qui écoute, peu importe le niveau. Ah, moi, ça m'a fait un plaisir, là, vraiment. Là, comme je te dis, j'écoute beaucoup les épisodes. Puis là, tiens, comme on peut dire, c'est un autre crochet. Tiens, pas sorti du bois, coché. Un objectif qui fait moins mal qu'un 100 km route, par contre, je pense. En effet, J'espère. Ah, tout à fait, agréable. Alors, on dit ça, mais là, c'est pas encore fini, tu le sais. La Ah. fin des épisodes, les questions à Claire-Nac, c'est peut-être là où ça peut se corser et que ça va faire mal, là, mais 10 questions, il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Tu me dis quand tu es prêt, j'ai le chrono en main. Je rappelle que le record chez les hommes, le FKT, appartient à Yvan Lheureux, Yannick Bernard et Antoine Moses en 10 secondes. Par contre, c'était en présentiel, sans le délai. Là, on va y aller plus en mode une run de plaisir. Ouais, tout à fait. Fait que tu me dis Faut quand t'es s'amuser. prêt. Exactement. Quand tu veux. Route ou trail? Très Sentier roulant ou technique? roulant. Veste ou gourde? Gourde. Monter ou descendre? Descendre. Questionnaire, bar ou gaufre? Bar. Vélo ou natation? Vélo. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Poutine ou pizza? Poutine. Squamish ou QMT? Quamish. Trail ou triathlon? Triathlon. 20 secondes, c'est très fort, Mathieu. Très, très fort. Oh, Ah, trail ou triathlon? T'as répondu triathlon? Ah, écoute, tu m'as coincé sur des affaires. Puis en plus, je me suis dit, il va sûrement me demander celle-là, trail ou triathlon. Ou je me suis dit, il va peut-être me demander route ou triathlon. En tout cas, je me suis dit, il va peut-être me demander vélo ou course. Non. Ça a été vélo ou natation? Ouais, ça, c'était clair, c'était pas Oui, c'est ça. difficile. T'écoutais en début d'épisode, cette question-là était claire. Ah, moi, le vélo, c'était. En fait, tu m'aurais demandé même vélo ou course, je t'aurais probablement répondu vélo. Fais-tu encore beaucoup de vélo dans tes entraînements? Pas beaucoup, parce que j'aime le spécifique au niveau de la course. Ouais. Mais la passion et le plaisir est au vélo. OK. C'est bizarre, là, quand Ouais. tu dis C'est ça. intéressant. Mes trips de fin de semaine de handboys, c'est du vélo. OK. Vélo de montagne maintenant. Ouais. Avec un vélo un peu moins rigide que celui avec lequel tu descendais Bromont. Bon, ouais, maintenant, c'est du double suspension. Je pense que c'est nécessaire maintenant. Je sais pas comment vous faisiez à l'époque. Ouais, tout à fait. Même chose, tu me dis triathlon ou course. Là. Ouais, la passion, je pense que j'ai une passion pour le triathlon. J'en fais pas, j'en fais plus. Mais je sais pas, ça me Comme passionne fan du encore. sport, tu suis, comme tu disais tantôt, tu suis encore toutes les courses. Pour le suivre puis le fan, là, c'est le triathlon. Pour le réaliser, je sais plus la traîne, là, tu sais. Mais c'est intéressant, les œufs sont pas dans le même panier, c'est un peu partout. Ouais. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un grand plaisir de jaser avec toi ce matin. Ben, merci énormément à toi. Là, puis j'espère qu'on aura la chance de se recroiser. Puis de prendre On se doit une bière là, parce qu'on a enregistré le matin, mais là, tu me disais tantôt que tu es un grand fan de bière. Fait que prochaine fois qu'on se croise dans un événement, on partage un petit drink houblonné. Excellent, ça. Très bon choix. Merci Mathieu. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à la belle Yagne Nac, le partenaire officiel du podcast. Merci aussi à Capic 1, notre thème Ubal. Avant qu'on se laisse, il y a une mini-annonce à faire. Le lundi 18 décembre prochain, c'est le retour du party de Noël virtuel avec Nicolas Dan. C'est quoi qu'on a fait l'an passé. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, lundi prochain, de 19h, on va
jaser. On se met en Facebook Live. Il va y avoir des invités qui vont venir parler des petits 5-10 minutes. Ça devrait être bien le fun. En tout cas, l'année passée, on a eu beaucoup de plaisir. Un épisode qui avait été très long avec plein d'invités. On va dire des niaiseries, c'est certain. Vous connaissez Nicolas Dan. On va geeker sur des choses qui se sont passées cette année. Donc, le party de Noël virtuel de Pas sorti du bois, c'est le lundi 18 décembre prochain. Donc, on se voit là. Puis sinon, pour les épisodes réguliers, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.